Donc écoutez, bonjour à tous, merci d'être venus à cette 8e et avant-dernière conférence de la semaine des rencontres économiques. Aujourd'hui, la conférence porte sur la thématique de Doha 12 ans après, et on va faire un bilan d'étape en compagnie de M. Paul-Henri Ravier, qui a été directeur général adjoint de l'organisation pendant 3 ans, c'est ça? Exact. Voilà, donc écoutez, je vais vous laisser sans plus attendre la parole. Bonne conférence à tous. Très bien, merci. Oui, donc j'ai été effectivement directeur général adjoint, c'est-à-dire secrétaire général adjoint de l'OMC au tournant des années 2000, c'est-à-dire au moment où le cycle de Doha a été lancé. Et donc, comme le sujet qui m'a été proposé aujourd'hui est Doha 12 ans après, eh bien, ça tombe assez bien, parce que si je puis dire, Doha, j'ai été dedans depuis le début et même un peu avant. Alors, j'ai quitté l'OMC en 2004, mais je continuais de suivre toutes les questions relatives au commerce multilatéral, comme on dit dans le jargon, et je continue d'être impliqué dans un certain nombre de sujets, notamment ceux qui concernent des États en cours d'accession. Alors, c'est vrai que depuis le 7 décembre dernier exactement, l'OMC a connu un vague regain d'actualité. Elle était en train de sombrer un peu dans l'oubli. Elle a connu un vague regain d'actualité. Pourquoi? Parce que à une conférence au niveau des ministres de cette organisation qui s'est tenue en Indonésie, à Bali, eh bien, un certain nombre d'accords ont été conclus qui, selon les commentateurs, selon certains commentateurs, pas tous, ont contribué à relancer la machine et à remettre un peu l'OMC sur les rails. Alors, en disant cela, je pose un peu la question que je vais essayer d'exposer devant vous. D'abord, l'OMC, c'est quoi? L'OMC, ça fait quoi? L'OMC, comment ça marche? Et puis, pourquoi est-ce que l'OMC était en train de sombrer un peu dans l'oubli? Et que peut-on dire de la relance, entre guillemets, qui résulte du fait que, lors de la conférence de Bali, les États membres de cette organisation se sont mis d'accord sur certains sujets. Alors, je commence toujours mes exposés comme ça, parce que je constate que ce n'est jamais inutile. Je ne sais pas du tout quel est votre degré de connaissance du sujet, donc je marche un peu à l'aveugle. Certains d'entre vous connaissent peut-être très bien tout ce que je vais dire, d'autres n'y connaissent peut-être rien du tout, donc j'essaye de faire un moyen terme. Alors, d'abord, très brièvement, l'OMC, c'est quoi? L'OMC, c'est pas très original, mais faut-il encore le dire, l'OMC, c'est une organisation internationale, et une organisation internationale, c'est quoi? Eh bien, c'est un forum de négociation entre gouvernements d'États souverains. Alors, j'insiste beaucoup sur les termes de la définition, parce que ça veut dire quoi? Que d'abord, l'OMC, comme toutes les organisations internationales, ce n'est ni plus ni moins que la somme de ses membres. Ça, c'est très important. Une organisation internationale, ce n'est rien en soi. Ça n'existe pas. Les Nations Unies, l'Union Européenne, un peu plus peut-être, l'OMC, ça n'existe pas en soi. Ce sont les membres. Ce sont les membres qui comptent. Quand on dit l'OMC a réussi ou l'OMC a échoué, c'est un raccourci pour journalistes ou un raccourci pour toute personne qui exprime, parce qu'aujourd'hui il faut faire court, mais ce n'est pas exact. Fondamentalement, quand on dit l'OMC a réussi, ça veut dire que ses membres se sont mis d'accord, et quand on dit l'OMC a échoué, ça veut dire que ses membres ne sont pas d'accord entre eux, sur les sujets dont ils sont censés discuter. Alors ça, c'est fondamental, parce qu'on a souvent l'impression que l'OMC, c'est une sorte de monstre qui est tombé du ciel, ou sorti de l'enfer plutôt, pour le malheur des peuples. Ça, c'est simplement dépourvu de sens. Ce sont simplement les États qui décident de négocier entre eux, de discuter, et s'ils sont d'accord, eh ben on avance, et s'ils ne sont pas d'accord, eh ben on n'avance pas. Alors, deuxième point, une fois qu'on a dit ça, un État c'est une abstraction, personne n'a jamais vu un État de sa vie. Un État ça s'incarne, et ça s'incarne dans un certain nombre de choses, et ça s'incarne notamment dans des institutions. Ces institutions, vous les connaissez si vous avez fait du droit constitutionnel, il y a des parlements, il y a des gouvernements, et la pratique multiséculaire des États sont que les négociations internationales, les activités internationales sont menées par les gouvernements ou les exécutifs, les pouvoirs exécutifs. À telle enseigne d'ailleurs que les organisations internationales s'appellent aussi, et les deux termes ont le même sens, des organisations intergouvernementales.
Ce sont donc les gouvernements qui sont à la manœuvre dans les organisations internationales. Et quand on dit les gouvernements, c'est très important. Parce que les gouvernements, ça veut dire que ça exclut d'autres intervenants. Ça exclut les parlements. Alors les parlements sont mis dans le coup avant ou après. Avant pour donner mandat au gouvernement, après pour ratifier les accords que les gouvernements ont négociés. C'est une question qui est interne à chaque État, et les États organisent différemment selon leurs institutions cette manière de faire et cette manière de voir. Donc ça veut dire que les parlements ne participent pas directement aux négociations. Et ça veut dire aussi, et c'est très très important, que d'autres entités non gouvernementales, vous me voyez venir tout de suite, d'autres entités non gouvernementales ne participent pas aux négociations. J'en dirai un mot tout à l'heure, parce que ce sont des sujets qui reviennent de manière récurrente et qui sont tout à fait importants. Alors effectivement, du coup, et c'est une première polémique qui environne les organisations internationales en général, et l'OMC en particulier, on accuse ces organisations, et notamment l'OMC, de manquer de transparence, c'est-à-dire de travailler dans le secret, de manière cachée, d'ourdir de sombres complots. Bon, on verra, je dirai un mot tout à l'heure, sur ce qu'il en est de ce point de vue. Alors, ayant dit ces quelques mots, l'OMC, elle est censée faire quoi? Comme son nom l'indique, Organisation mondiale du commerce, elle est donc censée élaborer, mettre en œuvre, j'insiste sur les mots, élaborer, mettre en œuvre, assurer le suivi d'un certain nombre de règles dont ses membres conviennent entre eux concernant le commerce international. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, mais je peux vous apporter quelques précisions. Les membres de l'OMC, c'est qui, comme je vous l'ai dit, des États souverains? Il y en a combien? Il y en a 192 aux Nations Unies, il y en a 160 à l'OMC. 160 membres de l'OMC, donc vous voyez, tous les pays ne sont pas membres de l'OMC. Le dernier État à entrer, c'est la date du mois de décembre, c'est le Yémen. Vous me direz que ce n'est pas forcément l'acteur le plus décisif du commerce mondial, mais enfin, c'est un État souverain. Pour rester dans les grands qu'on peut localiser sur une carte sans trop d'efforts, le dernier très grand État, par la taille, par l'importance politique, par la taille économique, géographique, etc., c'était la Russie, en décembre 2012. Sont devenus membres dans la période récente un certain nombre d'États, l'Arabie Saoudite, etc., des États pétroliers qui n'étaient pas membres, pour donner le contrepoint, ceux qui ne sont pas membres de l'OMC, parmi les pays importants, les pays qui pèsent plus ou moins lourd sur les relations internationales, ne sont pas membres à ce jour, parce que c'est toujours possible de l'OMC, des pays comme l'Algérie, le Soudan, l'Irak, l'Iran, l'Afghanistan, la Corée du Nord, pour les citer, pour des raisons, je n'insiste pas, que chacun peut voir, et puis un certain nombre d'États qualifiés de PMA, pays les moins avancés, qui sont soit trop petits, trop lointains, ou qui n'ont pas envie d'être membres, mais la plupart sont candidats. Il y a à l'heure actuelle à ma connaissance, 8 PMA qui sont candidats, plus 5 ou 6 autres qui ne sont pas des PMA, le pays les moins avancés. Donc 160 membres. 160 membres qui, comme je le dis, se mettent d'accord ou ne se mettent pas d'accord, et quand ils se mettent d'accord, ils aboutissent à des accords internationaux qui sont des traités. Retenez ceci, c'est que ce dont s'occupe l'OMC, la matière première de son travail, je n'ai pas apporté le bouquin ici, mais il y a à peu près 600 pages, la matière première de l'OMC, ce sont 600 pages de papier en anglais, un peu plus en français, qui sont une vingtaine d'accords internationaux, qui sont donc qui divisent entre eux tous les membres, et qui ont la même valeur que n'importe quel traité international. C'est-à-dire qu'ils ont force obligatoire, j'insiste là-dessus, ils ont force obligatoire, et que tous les membres de l'OMC sont censés les respecter dans leur totalité. J'insiste sur ce point parce que la première activité d'un État souverain, c'est de faire que sa main droite ignore ce que fait sa main gauche, donc il est toujours pour signer un traité, puis une fois qu'il l'a signé, il est toujours pour dire, bon, on va le mettre en œuvre avec subtilité et modération. Je ne fais allusion à personne, mais je pense que vous avez pas mal d'exemples présents à l'esprit. Alors, ces traités internationaux, je ne m'étendrai pas là-dessus, parce que ce n'est pas mon sujet, ils traitent de quoi? Ils traitent des obstacles au commerce. Les obstacles au commerce, ils sont protéiformes, ils sont de multiples formes, mais mon point, et j'aimerais que vous reteniez ça, est que le fil directeur, le point commun, si vous voulez, le fil directeur de l'activité des membres de l'OMC, le point commun
les différents accords de l'OMC, c'est la mise en œuvre d'un principe qui est très simple à énoncer et très compliqué à décliner dans son détail, qu'on appelle le principe de non-discrimination. Principe de non-discrimination. Le cœur du réacteur de l'OMC, à la limite je pourrais m'arrêter juste après, le cœur du réacteur de l'Organisation mondiale du commerce, c'est la mise en œuvre du principe de non-discrimination dans les échanges. Et je dois compléter ce que je viens de dire, de non-discrimination entre produits similaires. Non-discrimination entre produits similaires. Non-discrimination entre produits similaires. 4 mots fondamentaux. Alors, pour aller vite, et pour que vous ayez ça présent à l'esprit, non-discrimination, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses dans le jargon OMC. Ça veut dire que quand vous êtes membre de l'OMC, quand vous êtes un État membre de l'OMC, vous n'avez pas le droit de discriminer entre deux fournisseurs. Si par exemple vous êtes l'Union européenne, vous n'avez pas le droit de dire « J'aime bien le Japon, donc je vais mettre un droit de douane de 3% sur ces voitures, automobiles japonaises, mais j'aime pas la Corée, donc pour les mêmes voitures, eh ben, je mettrai un droit de douane de 40%. » Paf. Ça, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Pour le même produit, quand vous êtes membre de l'OMC, vous devez traiter tout le monde pareil. Ça s'appelle, d'un très vieux nom, qu'il faut avoir présenté à l'esprit, c'est ce qu'on appelle la clause de la nation la plus favorisée. Ce que je viens de dire, c'est la clause de la nation la plus favorisée, qui, en 400-500 ans d'âge à peu près, remonte aux premiers traités commerciaux signés entre les nations d'Europe au début de l'ère moderne, au XVIe siècle. Évidemment, elle s'est raffinée, elle s'est perfectionnée depuis, etc., etc. Mais c'est le principe cardinal de toutes les négociations commerciales, et l'autre manière de le dire, et vous allez voir que c'est plus subtil et que ça peut entraîner d'autres choses, ça veut dire que quand vous êtes membre de l'OMC, toute concession douanière que vous faites à un membre, vous l'étendez automatiquement, et sans condition à tous les autres. C'est ça la formulation. Si vous dites, je suis copain avec tel pays, donc sur tel produit, je diminue le droit de douane de 40 à 15%, eh bien, à la seconde où vous dites ça, dès lors que vous êtes membre de l'OMC, la même mesure s'applique à tous les autres membres, sans aucune exception, sans aucune condition. Donc vous voyez que c'est un très très puissant mécanisme de diminution des obstacles au commerce. Ce que je dis des droits de douane, c'est ce qu'il y a de plus simple. Ça s'applique à tout le reste. Les subventions agricoles suivent le même régime. Si vous dites je baisse mes subventions, ça veut dire que vous le faites vis-à-vis de tout le monde. Et puis, la deuxième déclinaison de ce principe de non-discrimination, elle est souvent beaucoup plus dure à avaler. Et elle est beaucoup plus dure à comprendre conceptuellement, elle est beaucoup plus dure à avaler, beaucoup plus dure à faire respecter. On appelle ça le traitement national, dans le jargon. Donc vous voyez, c'est les deux piliers, principe de non-discrimination, clause de la nation la plus favorisée. Le traitement national. Ça veut dire que quand vous êtes un membre de l'OMC, vous vous engagez à ne pas discriminer entre le produit que vous importez et le produit que vous fabriquez. Au droit de douane près, bien entendu. Vous avez le droit de mettre un droit de douane, reprenons l'exemple de l'automobile, où on peut prendre les poids d'affrée ou les avions ou n'importe quoi. Vous avez tout à fait le droit de dire je mets un droit de douane sur les automobiles de 30%. Très bien. Mais une fois qu'un fabricant étranger a franchi l'obstacle de 30% de droit de douane, vous n'avez absolument pas le droit de le discriminer vis-à-vis des automobiles que vous fabriquez nationalement. Alors vous allez me dire, c'est quoi la discrimination vis-à-vis de ce qu'on fabrique national? Prenons un exemple tout bête, la TVA. Vous n'avez pas le droit de dire la TVA sur les voitures fabriquées chez moi c'est 5% et la TVA sur les voitures importées c'est 20%. Ça, interdit. Vous n'avez pas le droit de dire, parce que c'est des exemples extrêmement fréquents, l'alcool que je fabrique chez moi, vin, whisky, n'importe quoi, etc., comme c'est un produit national, reflète ma culture, eh bien, il a des droits, vous savez, l'alcool est extrêmement taxé, il a des droits, des taxes, machin, qui sont de 5%, en revanche, tout ce qui est importé, les taxes sont de 50-60%. Je fais ça pour défendre la santé publique, évidemment. Tous les États ont de très très bonnes raisons. Ça, vous n'avez pas le droit. Pas le droit de discriminer entre le produit importé et le produit fabriqué localement. Alors, il y a un petit hic dans ce que je viens de dire, il y a un petit hic, c'est comme je l'ai rajouté, non-discrimination entre produits similaires. Alors vous allez me dire, les produits similaires, c'est quoi? C'est très simple, une bouteille d'eau, c'est une bouteille d'eau, une montre, c'est une montre, une bagnole, c'est une bagnole, un pantalon, c'est un pantalon, une tonne de blé, c'est une tonne de blé. Malheureusement, ce que je viens de dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Rien n'est plus compliqué que la distinction entre les produits. Alors, retenez ceci, c'est que l'OMC ne définit pas autant. Tout ce que je viens de vous dire, c'est écrit noir sur blanc dans les accords de l'OMC. Ce que je vais vous dire là, c'est pas écrit noir sur blanc. Et c'est une loi, une règle générale des relations internationales, des relations entre les êtres humains aussi, c'est que quand les sujets sont difficiles, eh bien, on les traite de manière ambiguë.
D'ailleurs, on préfère pas écrire, on préfère laisser les choses dans le flou, ce qui est en général l'origine de beaucoup de difficultés et de complications. Donc, il n'est écrit noir sur nulle part, dans aucun des accords de l'OMC, ce que sont deux produits similaires. Alors, la pratique des États membres a fini par aboutir à un certain nombre de critères dans le détail desquels je n'entrerai pas. Mais retenez simplement ceci, parce que c'est à l'origine de très fortes controverses sur le rôle de l'OMC. À l'OMC, on considère que des produits sont similaires s'ils ont la même apparence physique. S'ils ont la même apparence physique. Un t-shirt est un t-shirt, un pantalon est un pantalon, une voiture est une voiture. Catégorie, évidemment, qu'on ne va pas comparer une 2 chevaux et une Mercedes 300, etc. À l'intérieur des catégories, etc. Quelle que soit la manière dont ils sont fabriqués. Quelle que soit la manière dont ils sont fabriqués. J'insiste beaucoup là-dessus. Quelle que soit la manière dont ils sont fabriqués. Donc, pour reprendre mon exemple, un t-shirt sera considéré comme un t-shirt qu'il ait été fabriqué dans un pays où la main-d'œuvre dans les usines textiles est syndiquée, protégée par des conventions collectives, formée, où le travail des enfants est interdit et surveillé, où les enfants sont à l'école, etc. Mais le même t-shirt sera considéré comme un t-shirt, même s'il vient d'un pays où les enfants sont mis au boulot à partir de l'âge de 12 ans, ou même moins, au lieu d'aller à l'école, où il n'y a pas de syndicat, où il n'y a pas d'heures de travail, où les salaires sont écrasés vers le bas, où les semaines durent 7 jours, etc., etc. Alors, vous allez me dire, c'est scandaleux, parce qu'il y a tout un tas de conventions internationales, notamment l'Organisation internationale du travail, qui dit que le travail des femmes doit être protégé, celui des enfants est interdit, etc., etc. C'est un très bon exemple de l'imperfection de la société internationale aujourd'hui. Les États signent d'une main droite des conventions qui protègent la main-d'œuvre et d'une main gauche, ils pratiquent un commerce qui n'est pas forcément respectueux de ceci. Alors, ce que je viens de dire là est une cause considérable de controverse au sein de l'OMC, qui consiste à dire l'OMC encourage l'OMC, vous voyez, moi-même j'utilise ce que j'ai dit qu'on ne doit pas utiliser. Les États membres de l'OMC encouragent un commerce qui méconnaît les standards sociaux, et dans un autre domaine, c'est l'autre domaine le plus critique, méconnaît les standards environnementaux, puisque la méconnaissance des procédés de fabrication fait que un produit est considéré comme, deux produits, pardon, sont considérés comme similaires. Si l'un a été fabriqué selon un procédé non polluant et l'autre selon un procédé très polluant, et bien pour les États membres de l'OMC, ces deux produits sont similaires, donc on ne peut pas les discriminer. Et bien entendu, comme vous le voyez, ceux qui défendent l'environnement disent, eh bien, si le commerce était respectueux de l'environnement, lorsqu'un produit est fabriqué selon un procédé très polluant, on devrait pouvoir le taxer lourdement, c'est-à-dire mettre des droits de douane qui limitent son commerce. Inversement, si un produit est fabriqué selon des règles qui sont respectueuses de l'environnement, au contraire, on devrait pouvoir éliminer le maximum d'obstacles, et notamment mettre des droits de douane extrêmement bas, faciliter son circulation. Eh bien, ce n'est pas du tout le cas des règles que les États membres de l'OMC se sont fixées. On n'a pas le droit de distinguer les produits selon les procédés de fabrication. Concernant l'environnement, je peux vous donner un exemple. Les exemples sont extraordinairement nombreux, notamment dans la matière agricole. Comme vous le savez, quantité de pays s'efforcent, au nom de la défense du consommateur, de limiter extraordinairement l'usage des pesticides, par exemple, en disant les pesticides sont dangereux pour la santé, etc., etc. Et donc vous avez un certain nombre de pays, forcément l'échelle du développement fait que moins vous êtes développé, plus vous utilisez des pesticides rustiques, donc qui peut être dangereux, puis plus vous êtes développé, plus vous utilisez la dernière génération de pesticides, c'est-à-dire ceux qui laissent le moins de traces, ceux qui ont les moins de conséquences sur la santé, etc. Donc énormément de pays disent, eh bien j'interdis, qu'on importe chez moi des oranges par exemple, qui ont été badigeonnées, aspergées avec le pesticide B2832, parce qu'il est dangereux pour la santé des consommateurs. Alors évidemment, les pays en développement qui produisent les oranges et qui les aspergent avec le pesticide B2832 disent non mais attendez, halte là, vous, il y a 30 ans, les riches, vous utilisiez le B2832, vous n'êtes pas mort, la preuve c'est que vous êtes toujours là. Donc de quel droit, au nom de la santé publique, est-ce que vous m'interdisez, moi qui rame comme un fou pour accéder au marché développé, de vendre mes oranges? C'est du protectionnisme, donc vous n'avez pas le droit de le faire, etc.
Donc voilà, autrement dit, ça c'est un sujet de polémique et de controverse considérable qui dit là aussi que les membres de l'OMC, qui d'un côté disent oui l'environnement, il faut défendre l'environnement, et ben d'un autre côté, dès qu'ils parlent commerce, disent l'environnement on s'en fout, un produit, si deux produits sont similaires par leur apparence physique, quelle que soit la manière dont ils ont été produits, eh bien, il est interdit de discriminer entre eux. Par conséquent, ils doivent être traités de manière égale sur le plan commercial. J'insiste beaucoup là-dessus, parce que les deux catégories d'exemples que je viens de vous donner, ou standards sociaux, standards environnementaux, sont à l'origine de polémiques et de débats et de batailles sans fin entre les membres de l'OMC, entre les membres de la communauté internationale. Bon. Alors, je termine sur ce point en disant l'OMC, elle fait quoi toute la journée? Donc, elle met en œuvre le principe de non-discrimination dans un certain nombre d'accords. Ces accords ne sont pas en nombre infini, comme je vous disais, il y en a à peu près 600 pages. Retenez simplement ceci, les accords sont d'importance inégale. Il y en a un qui est fondamental, qui est l'accord sur le commerce des marchandises, tout bête, l'accord sur le commerce des marchandises. Alors, on lui a gardé un nom complètement idiot, au lieu de l'appeler l'accord sur le commerce des marchandises, son nom officiel, c'est le GATT, G-A-T-T, General Agreement on Tariffs and Trade, qui est le nom que l'Organisation mondiale du commerce avait avant de s'appeler OMC depuis 1995. Le GATT avait été une création qui avait été faite au lendemain de la guerre par un certain nombre d'États membres, les vainqueurs de la guerre, c'était une vingtaine à l'époque, et ils avaient créé un premier accord, et en même temps une organisation qui avait le même nom, qui s'appelait General Agreement on Tariffs and Trade, accord général sur les droits de douane et le commerce, qui était le premier accord significatif sur la réduction multilatérale, c'est-à-dire entre tous les États participants des droits de douane. Donc, pour des raisons historiques, on n'a pas voulu sacrifier cet acronyme qui avait vécu pendant 47 ans, et on a laissé à l'accord le plus important qui lie les États membres entre eux, le nom GATT, G-A-T-T, et on lui a collé la date 94, puisque 31 décembre 94, c'est la fin du GATT en tant qu'organisation, et la veille du 1er janvier 95, qui est la date de naissance de l'OMC. Bon. Donc, accord sur le commerce des marchandises, improprement appelé GATT 94, il couvre tout le commerce des marchandises non agricoles. Ça fait un paquet. Ensuite, vous avez un autre accord qui est non moins important, qui est l'accord sur l'agriculture, AA pour les intimes, ça, coup de bol, ça même acronyme en anglais et en français, qui, comme son nom l'indique, couvre les produits agricoles. Ça, c'était une grande nouveauté du cycle de négociation qu'on appelait le cycle de l'Uruguay, et il est entré en vigueur le 1er janvier 1995, comme un certain nombre d'accords sur l'agriculture. Troisième accord qui mérite d'être signé, je vais signaler, je ne vais pas tous vous les citer, il existe un accord sur le commerce des services. Là aussi, c'est une innovation, le fameux GATT, le fameux GATT de 1947, lui, ne parlait ni d'agriculture ni de services, ça c'était assez simple, mais ça faisait déjà pas mal, c'était tous les produits industriels, mais l'agriculture et les services étaient en dehors, donc ils ont été introduits pour la première fois à partir de 1995 dans le périmètre de l'OMC, et vous avez donc un accord général sur le commerce des services, AGCS pour les intimes en français, GATS, on a voulu reprendre l'acronyme en anglais, General Agreement on Trade in Services. Donc avec ça, vous avez un peu le noyau dur des sujets qui concernent l'OMC, les marchandises, l'agriculture et les services, mais vous avez un certain nombre d'autres accords, ils sont au total, il y en a 12, plus un certain nombre de déclarations, etc. Enfin, retenez, en gros, il y a à peu près 27 accords qui lient les membres de l'OMC entre eux, ce sont des accords plus ou moins importants. Retenez ceci, c'est que il y a un accord sur le mécanisme de règlement des différends, MRD, DSU en anglais, Dispute Settlement Understanding, qui lui est une nouveauté, parce qu'on est parti de cette idée que c'est pas parce qu'on était membre d'une organisation et qu'on commerçait entre soi qu'on ne s'engueulait pas, donc il fallait un système pour régler les conflits entre les membres, et Dieu sait que ces conflits sont nombreux. Et puis, vous avez pas mal d'autres accords qui traitent de questions qui peuvent être extraordinairement sensibles, comme un accord sur les subventions, par exemple, disant qu'on n'a pas le droit de subventionner ses exportations. Une fois qu'on a dit ça, c'est plus compliqué, c'est d'ailleurs le plus long et le plus compliqué de tous les accords de l'OMC sur les subventions. Un autre sur le dumping, qu'on n'a pas le droit de vendre à perte. Je pourrais passer 2 jours à vous parler du sujet, donc un certain nombre d'accords de cette nature. Mais si vous retenez que marchandises, agriculture, services,
mécanisme de règlement des différends, puis j'en oubliais un, effectivement, qui lui aussi suscite des polémiques effrayantes, qui est un accord intitulé TRIPS en anglais, ADPIC en français, c'est accord sur la protection des droits de propriété, un accord sur les droits de propriété intellectuelle, ADPIC, liés au commerce. Alors cet accord est tout à fait important, parce que je dirais que c'est peut-être le plus moderne des accords de l'OMC. Il part de cette idée que chacun d'entre vous peut constater, c'est que le contenu intellectuel des biens qui sont échangés augmente continuellement. Il y a évidemment infiniment plus d'intellectualité, si je puis dire, dans un composant électronique que dans une roue de locomotive, même si les deux produits sont parfaitement respectables. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, l'input, la quantité d'input intellectuel est de plus en plus grande dans tous les produits qui s'échangent, et par conséquent, la question de la protection des droits de propriété intellectuelle est devenue un sujet en soi, et ce sujet, il touche aussi aux questions qui sont liées au commerce international. Bon. Alors, dernier point de cette introduction qui est peut-être déjà un peu longue, c'est pour l'introduction, mais cette première partie qui est déjà peut-être un peu longue, l'OMC, comment ça marche? L'OMC, comment ça marche? Autrement dit, tout ce que je viens de vous dire, la mise en preuve du principe de non-discrimination, l'élaboration de ces accords, le suivi de leur mise en œuvre, la mise en place, le respect des disciplines, tout ça, ça fonctionne comment? Alors, vous pourriez penser naïvement que cette partie va être traitée en 17 secondes en vous disant on vote, et puis une fois qu'une majorité s'est détachée, la décision est adoptée ou rejetée selon ce qui est arrivé. Et pas du tout. Pas du tout. On est dans le domaine international, je vous le rappelle. La société internationale telle qu'elle est aujourd'hui, que ce soit un bien ou que ce soit un mal, est fondée sur la souveraineté des États. Un État souverain, c'est un État qui est libre de ses choix, et de ses choix internes comme de ses choix externes. Certes, il se lie par des traités, et tout traité, à la limite, est un petit abandon de souveraineté. C'est comme quand vous êtes un particulier, si vous signez un contrat, vous abdiquez un peu de votre liberté, mais en échange de quelque chose. Si vous signez un contrat pour louer un logement, vous perdez un peu de votre liberté, c'est-à-dire qu'une partie de votre fric disparaît, donc vous ne pouvez pas le faire autre chose, mais en même temps, vous avez un toit sur la tête, ce qui est quand même un certain avantage. Bon. C'est pareil pour les États. Un traité pour un État, c'est un petit abandon de souveraineté. Quand c'est un traité qui dit qu'on fait une monnaie unique, c'est un énorme abandon de souveraineté. Suivez mon regard. Enfin, bon. Donc, mais en principe, les États restent souverains. Par conséquent, un État souverain, ça veut dire qu'il ne peut pas être contraint. Et notamment, il ne peut pas être contraint par un vote. On ne peut pas dire, monsieur, vous êtes minoritaire, donc vous fermez votre gueule. Un État, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, pour l'instant. Je dirais pour l'instant. Peut-être que ça changera, vous verrez peut-être ça, mais enfin, dans la société telle qu'elle est, les États sont souverains, donc ils ne peuvent pas être contraints. Sauf la politique de la canonnière, mais précisément, on a inventé les organisations internationales pour éviter que les conflits entre États se règlent à coups de canon. Vu le nombre de coups de canon qui sont encore tirés par ce monde, eh bien, il est certain qu'il y a encore du boulot. Mais tout ça pour dire que le mécanisme de décision des organisations internationales en général et de l'OMC en particulier, eh bien, c'est ce qu'on appelle le consensus. C'est qui est la manière anglo-latine les anglo-saxons adorent le latin, et donc il y a plein de mots comme ça qui sont du latin, consensus, ça veut dire unanimité, et qui est donc la règle de l'unanimité. Autrement dit, à l'OMC, rien ne se décide tant que tout le monde n'est pas d'accord. Alors vous allez me dire, à 160, c'est du boulot. La réponse, oui. La réponse, oui, à 160, c'est du boulot. C'est même pratiquement impossible. Mais c'est ainsi. Ce qui veut dire que chaque pays a un droit de veto. Chaque pays, aussi petit soit-il, a un droit de veto. Tout pays, petit, alors à l'OMC, ça se passe comme ça, tout le monde, vous avez vu ça à la télévision, on a son nom, pas son nom à soi, le nom de son pays sur une pancarte, et quand on a quelque chose à dire, on lève sa pancarte. Lever la pancarte est puissamment symbolique. La pancarte est levée, le président de la séance doit vous passer la parole. Et donc quand vous levez votre pancarte, vous pouvez prendre la parole pour dire « je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit », même si vous êtes seul contre 159, eh ben, il n'y a pas de décision. Alors évidemment, si vous êtes tout petit et que vous êtes tout seul, c'est plus difficile que si vous êtes très très gros. Si vous êtes la Chine ou si vous êtes les États-Unis et que vous levez votre pancarte et que vous dites « je ne suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit », tout le monde s'écrase et on dit « bon, bah, on se reverra demain pour en reparler ». Et le demain, ça peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Mais, retenez quand même bien ce que j'ai dit, là je fais mine de plaisanter, mais je suis toujours très sérieux quand je plaisante. Le consensus, ou plutôt l'unanimité, est une mécanique de décision qui a d'énormes défauts et d'énormes avantages. Alors je vais commencer par les avantages parce qu'ils ne paraissent pas très évidents. C'est que quand une décision est prise, eh bien, elle est par définition extrêmement solide, puisque tout le monde est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas de minorité blessée. Quand vous avez un vote, en général, bon, vous avez ceux qui disent on a gagné,
Et puis ceux qui se sont fait battre, ils disent rien, mais de temps en temps, ils ont perdu, et ils disent, bon, bah, le prochain round, on se retrouvera au tournant. T'avoir ta gueule à la récré, comme on disait quand on était à l'époque. Donc, ça, c'est vrai, le vote, ça va très vite, c'est efficace, c'est clair, c'est la démocratie, mais ça peut laisser du ressentiment, la fameuse protection des minoritaires. Une décision à l'unanimité, ça a cette qualité, c'est que c'est très costaud, puisque par définition, tout le monde y trouve un peu son compte. Pas idéalement, mais tout le monde y trouve un peu son compte. Et donc, ça donne une légitimité très très profonde aux décisions. Une décision qui est prise à l'unanimité, elle est par définition une légitimité extrêmement considérable. Tandis que vous voyez bien que les votes, quand ils sont très étroits, je prends le fameux traité de Maastricht, ratifié par la France à 50,5, beaucoup de gens disent 50,5, c'est pas une majorité, etc. Donc c'est vrai qu'une décision unanime, elle est solide. Bon. Alors une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit, parce qu'évidemment la contrepartie, c'est qu'une décision unanime, eh ben, elle est éternelle, elle est d'abord très improbable à réussir, et elle est éternelle à prendre. C'est ce qui explique notamment que l'OMC, créé en 1995, eh bien, n'a strictement rien accompli, rien, en dehors de quelques petites décisions minoritaires, et l'accession d'assez nombreux membres, ce qui n'est quand même pas complètement négligeable, n'a strictement rien accompli jusqu'au 7 décembre dernier, où pour la première fois, les membres ont réussi à se mettre d'accord sur quelques avancées, quelques accords. Donc, voyez bien que ce mécanisme de décision à l'unanimité est extrêmement, il a été qualifié par Pascal Lamy, le président directeur général, de jurassique, primitif, appelez ça comme vous voulez, extrêmement difficile à manipuler, mais il a très peu de chance d'être mis en cause. Très peu de chance d'être remis en cause. Pourquoi? Parce que le principe de la souveraineté des États reste ce qu'il est, que le remettre en cause, ça voudrait dire, d'abord, comme toute réforme, moi j'ai été très étonné, la ministre française, je la connais très peu, mais enfin, la ministre française du Commerce a dit, le lendemain de Bali, elle a dit il faut réformer le mécanisme de prise de décision de l'OMC. Good luck. Pourquoi? Parce que réformer le mécanisme de décision, ça ne peut se faire qu'à l'unanimité. Par définition. C'est-à-dire, vous n'allez pas, justement, qui va dire on arrête de faire l'unanimité, on vote? Qui va dire ça? Qui est assez fort pour le dire? Qui t'a fait roi? D'où tu sors? Je veux dire, ça ne peut se faire qu'à l'unanimité. Donc, good luck pour y arriver. Et vous voyez bien que, à défaut d'unanimité, le vote, il serait de deux natures, de deux ordres. Soit vous dites tout le monde est égal, comme les citoyens. Bon, tout le monde est égal, c'est-à-dire un État, une voix. Bon. Entre Antigua et la Chine, de vous à moi, je parle du plan commercial. Je ne parle pas de la dignité évidente de tous les États. On parle commerce. Bon, sur le plan du commerce, entre la Chine, premier commerçant du monde, et Antigua, qui pèse 0,00001% du commerce, il n'y a pas photo. Donc vous imaginez bien qu'il n'y a pas un Chinois sur Terre, il n'y a pas un Américain sur Terre, il n'y a pas un Européen sur Terre, je prends les trois premiers commerçants du monde, qui accepteront un système de vote égalitaire, qui aboutirait à ce que des coalitions de gens qui représentent 2% du commerce du monde pourraient mettre en minorité les plus gros poids lourd du commerce mondial. Et évidemment, le système inverse, qui consiste à dire, d'accord, on vote, mais on vote pondéré par le poids dans le commerce mondial, veut dire que, effectivement, les gros seraient les seuls à parler, à décider. On pourrait dire, comme les gros ne sont pas d'accord sur grand-chose, ils s'engueuleraient tout le temps et ça neutraliserait. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous prenez Europe, États-Unis, Chine, Japon, si vous y rajoutez Canada, Brésil, Inde et quelques autres, ils ont tellement de divergences entre eux que vous pourriez dire que s'ils votaient, après tout le monde s'y retrouverait parce qu'ils se neutraliseraient. Mais il est évident que politiquement c'est impossible, et c'est impossible d'accepter pour des pays qui pèsent peu ou mal, ou très peu, ou presque rien dans le commerce du monde, d'accepter un système de vote pondéré. Donc retenez ceci, c'est que le mécanisme de décision par consensus est un mécanisme qui existe, qui est faute de mieux, et qui a toutes les chances de durer diablement longtemps. Bon. Alors, donc voilà, donc je voulais dire comment on fait ce mécanisme de décision. Alors, il a plusieurs conséquences, le mécanisme de décision par consensus, mais il en a une sur laquelle je tiens à insister, c'est que malgré tout, il oblige à deux choses. Il oblige, d'une part, à des alliances. Autrement dit, comme je vous l'ai dit, il y a 160 membres à l'OMC. Quand il y a un sujet sur la table, même si ce sujet est très important, vous n'entendez jamais 160 interventions. Il n'y a jamais 160 États qui lèvent la main pour dire j'ai quelque chose à dire. Pourquoi? Parce que sur un sujet donné, en dehors, c'est la grande injustice et la grande inégalité des États, en dehors des 20, 25, 30 plus gros commerçants du monde, la plupart n'ont rien à dire pour la bonne raison que ça traite de questions, de sujets, de biens
de catégories de biens ou de services qu'ils ne commercent pas. Bon, je veux dire, plus un pays est petit, moins il commerce par définition, donc il y a quantité de sujets qui ne l'intéressent pas. Et puis, de surcroît, la plupart des pays sont regroupés dans des groupements. Le premier de ces groupements, et retenez-le, c'est l'Union européenne. Les États membres de l'Union européenne, il faut le savoir, parce qu'on ne le sait pas souvent, mais c'était même le première règle de l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne ont abdiqué leur souveraineté en matière de commerce extérieur en 1958. C'était les 6 premiers membres, donc le commerce extérieur, la compétence commerce extérieur, elle est mise en commun. Autrement dit, les 27 membres de l'Union européenne, c'est un peu bizarre, sont membres de l'OMC, mais ils n'y ouvrent jamais la bouche. Jamais. Le seul qui parle à l'OMC au nom de l'Union européenne, deuxième, troisième commerçant du monde sur le manière de notre calcul, c'est la Commission. Et ça, alors, là aussi c'est très important, ne croyez pas que c'est le résultat que la Commission, c'est les élucubrations d'un cinglé qui s'appelle le commissaire européen et qui dit n'importe quoi, c'est pas vrai du tout. Il parle parce qu'un traité, qui est le traité de Rome, revu, traité d'Amsterdam de l'Union européenne, dit tout membre de l'Union européenne met ses compétences de commerce extérieur entre les mains de la Commission. Donc c'est écrit noir sur blanc, et ça a été ratifié par les parlements et par les peuples. Donc ça, c'est écrit, c'est noir sur blanc. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est un fait. Donc le commissaire européen, et deuxièmement, le commissaire européen, il a un mandat écrit, qui fait 15 pages, 20 pages, 30 pages, 50 pages, etc., qui lui est donné par les membres. Et ce mandat, il est discuté par les membres avant, et croyez-moi, les discussions entre les membres avant, c'est pas de la tarte. Je veux dire, tout le monde là s'engueule, sauvagement, pour fixer le mandat du commissaire européen. Et si le commissaire européen sort un tant soit peu de son mandat, je peux vous dire qu'à la sortie de la réunion, comme les 27 membres étaient là, il passe un très mauvais quart d'heure. Très mauvais quart d'heure. J'ai été témoin très souvent de ce genre de scène. La vie du commissaire européen n'est pas marrante. Bon. La plupart des États de l'OMC sont regroupés dans des groupes, plus ou moins. Celui de l'Union européenne est de loin le plus solide. Les autres n'ont pas ce degré contraignant, mais ce qui explique que les débats sont possibles à l'OMC, c'est que quand vous avez un sujet qui est sur la table, le nombre d'intervenants dépasse rarement la dizaine. Pourquoi ? Parce que toute personne qui prend la parole, en général, commence par cette phrase « Mon intervention est au nom de… » Et puis il énumère les États au nom desquels il parle. Il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir 10, il peut y en avoir 15, il peut y en avoir 30. Bon, certains groupements africains, il y a 45 membres, quelque chose comme ça. Donc quand le leader du groupe Afrique prend la parole, eh bien, on sait qu'il parle au nom de 45 membres, de 45 États. Ça veut dire que les États lui ont délégué le pouvoir de parole. Ça veut dire quand même, quand il y a des négociations, à la fin des fins, tout le monde est seul. Mais il faut bien voir que le système de consensus force à des regroupements. Et alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que le système du consensus force surtout à des marchandages. Et ça, c'est quelque chose qui est moins bien perçu, et c'est même toute l'idée de l'OMC. C'est que, quand des sujets, j'insiste sur le pluriel, quand il y a plusieurs sujets sur la table, eh bien, les États membres, à cause de la nécessité de parvenir à un consensus, sont obligés de faire des trade-offs, comme on dit en anglais, des arbitrages, des marchandages entre les sujets. Autrement dit, tel pays dira, bon, bah écoutez, moi, sur tel sujet, je trouve que ce sujet, je le déteste. Je trouve qu'on ne devrait pas en parler, il nuit à mes intérêts, patati patata. En revanche, sur tel autre sujet, moi, je souhaiterais qu'on avance, parce que celui-là, il m'intéresse énormément. Bon, bah, il se trouve que dans une assemblée de 160 personnes, vous avez sûrement quelqu'un qui aura la position inverse, qui dira, bah oui, toi, précisément le sujet qui t'intéresse, moi, je le déteste et je ne veux absolument pas entendre parler. En revanche, celui dont tu ne veux pas entendre parler, moi, c'est mon intérêt principal. Donc, bah, quand vous êtes dans cette situation, au bout d'un an de bagarre, vous finissez par dire, bon, allez, d'accord, le sujet qui m'emmerde, bah, je veux bien en discuter un petit peu pour te faire plaisir, à condition que tu topes et qu'on parle un peu du sujet qui m'intéresse et qui t'intéresse pas. Bon. Donc, vous voyez bien, je veux dire, la nécessité d'arriver à un consensus oblige tout le monde à compromettre, à dire, je prends un peu des sujets que j'aime pas, sujets défensifs en général, on dit ça dans le jargon, sujets sur lesquels on est en défense, pour que je puisse avoir un peu des sujets que j'aime, c'est-à-dire ceux avec lesquels je suis offensif. Bon. Alors évidemment, l'équilibre n'est pas le même selon des États, vous avez des États qui ont plus de sujets défensifs, moins de sujets offensifs et réciproquement, mais vous voyez bien que ce système de la décision unanime oblige à des arbitrages et des compromis entre les différents sujets, ce qui évidemment pose toute la question de savoir les sujets que l'on met sur la table, et ça va m'amener tout doucement à parler des cycles de négociation. Alors, je termine, dernier point, une des grandes originalités, et ça je le dis parce que c'est unique à l'OMC, une des grandes originalités de l'OMC, c'est d'avoir un mécanisme de règlement des différends, j'en ai parlé au début, un mécanisme de règlement des différends, MRD, qui, à la grande différence de ce qui existe dans d'autres organisations internationales, a force obligatoire.
à force obligatoire. C'est-à-dire que personne ne peut s'y soustraire. C'est-à-dire que quand deux États membres, deux ou plusieurs États membres de l'OMC sont en désaccord sur une question commerciale, eh bien, ils ont 2 mois pour se mettre d'accord, parce que la règle, c'est qu'à l'OMC, c'est un forum de négociation, donc on commence par négocier. Et puis si au bout de 2 mois, on ne s'est pas mis d'accord, eh bien, à ce moment-là, le directeur général de l'OMC, c'est une de ses rares compétences souveraines, c'est-à-dire qu'il peut faire ça sans avoir l'accord des États, eh bien, désigne ce qu'on appelle un panel, c'est-à-dire un groupe d'experts, d'arbitres, qui sont chargés, le groupe est chargé, ou les experts qui sont en général 3, toujours un nombre impair pour faciliter les votes ou les débats entre eux, de proposer une solution aux États membres. Et les États membres, qui restent les décideurs ultimes, retenez bien ça, adoptent ou n'adoptent pas la décision qui leur est proposée par les experts. Alors si vous m'avez suivi, c'est le premier test de votre attention, vous devriez lever le doigt en disant « Mais attendez, vous êtes bien gentil, vous venez de nous parler du consensus, et là vous nous parlez du règlement des différends par construction. Si on décide au consensus, celui qui est mis dans le corner, qui est prouvé coupable, qui est mis en tort, eh ben, il votera nécessairement contre la proposition, et on se retrouvera à la case départ, c'est-à-dire que le voleur de poule pourra partir avec la poule sous le bras et en disant au tribunal « bye bye ». Exact. Ça, c'est ce qui se passait jusqu'en 1995. Et puis en 1995, les États membres, là j'insiste beaucoup, ce sont les États membres qui se sont mis d'accord sur une novation qui est unique. Et j'insiste beaucoup là-dessus, elle est unique, comme elle est unique, elle est extraordinairement controversée. Unique dans l'ordre international, c'est que lorsqu'un groupe d'experts, appelé panel dans le jargon, c'est le mot anglais mais il est passé au français, le panel, propose une solution à un litige entre plusieurs membres, et que cette solution est claire, certaines ne le sont pas tellement, mais claire, dire un tel est coupable, un tel ne l'est pas. En gros, c'est ça. La culpabilité, c'est pas la criminalité, ça consiste à dire un tel n'a pas respecté les règles, un tel les a respectées. C'est ça. La seule chose, c'est là. On dit qu'on respecte, comme dans un club de tennis, si vous commencez à dire que toutes les balles dehors sont bonnes, ben on vous rappelle qu'il y a quand même une règle, et si au-delà de la ligne, n'est pas bon. Donc là, c'est la même chose. À l'OMC, on vous dit la règle, elle est là, vous la respectez ou vous la respectez pas. Donc si un groupe d'experts dit tel membre n'a pas respecté telle règle, et que ceci est soumis à la collectivité des membres, qui sont les seuls qui puissent décider, eh bien, les membres se sont mis d'accord, et ça c'était une révolution dans la procédure, pour dire que la recommandation faite par les experts, et écoutez bien ce que je vais dire, est réputée adoptée, sauf s'il y a consensus pour la rejeter. On appelle ça le consensus inverse. Alors je répète, parce que c'est dur à comprendre, la proposition faite par les experts dans un litige est réputée adoptée par les membres, sauf s'il y a consensus pour la rejeter. Donc vous voyez bien que cette phrase diabolique, qui a été acceptée par tous les membres, fait que le mécanisme de règlement des différends, comme on le dit, il a des dents, il mord. Autrement dit, le voleur de poule, il ne peut pas s'en aller, parce qu'évidemment que le voleur de poule, il n'est pas d'accord avec la règle qui dit « tu as volé une poule, donc tu dois arrêter, tu as violé tel et tel accord, donc tu dois arrêter de le faire ». Évidemment qu'il n'est pas d'accord, donc si la recommandation était adoptée au consensus, il lèverait la main, comme ça se faisait avant 1995, en disant « je ne suis pas d'accord », et puis ça s'arrêterait là, puisqu'il suffit d'une personne qui n'est pas d'accord. Tandis que là, on dit « la recommandation est adoptée, sauf s'il y a unanimité pour la rejeter ». Donc vous voyez bien qu'elle est forcément adoptée. Alors beaucoup de gens disent que cette entourloupe, c'est pas une entourloupe, que certains qualifient d'entourloupe procédurale, est un viol de la souveraineté des États. Et que ceux qui ont signé ont mal lu, est un viol de la souveraineté des États, parce que ça contraint un État. C'est-à-dire qu'un État, il est coincé. Et une fois que la règle a été adoptée par tous les membres, il est obligé de se mettre en conformité. Et s'il ne se met pas en conformité, alors il peut y avoir des sanctions contre lui, etc. C'est un autre sujet dans lequel je n'entrerai pas, sauf si vous avez des questions là-dessus en seconde partie. Mais vous voyez bien et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, notez-le bien, parce que si vous avez d'autres recours sur d'autres organisations internationales, vous trouverez ça nulle part. Vous trouverez ça nulle part. Vous pouvez aller à l'Organisation internationale du travail, à l'UNESCO, à l'Organisation mondiale de la santé, à l'Union internationale des télécommunications, à l'Organisation des Nations Unies, à où vous voulez, vous ne trouverez jamais nulle part de mécanisme de règlement des différends qui est ce système extraordinairement contraignant. Bon. Alors, maintenant j'entre un peu dans l'actualité. Le cycle de Doha.
Le cycle de Doha. Alors le cycle de Doha, là aussi, revenons à la définition. Le cycle de Doha, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire autre originalité de l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce a toujours, depuis son origine, travaillé avec des cycles. Alors, ça, c'est une bizarrerie. Pourquoi? Parce qu'une organisation internationale, prenez l'OCDE, prenez le Fonds monétaire, pour rester dans l'économie, prenez la Banque mondiale, prenons le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire, il cause finance, monnaie. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça serait très compliqué. Non. Le Fonds monétaire, les membres, ce sont des États membres qui sont membres du Fonds monétaire, et ils sont liés entre eux par un certain nombre d'accords qui concernent les questions de monnaie, les questions de finance, etc. etc. Bon, c'est exactement la même mécanique, des accords qu'on est censé respecter. Si on ne les respecte pas, on se fait engueuler, etc. Bon, très bien. Lorsqu'il y a de nouveaux sujets discutés, le monde étant le monde et les États étant ce qu'ils sont, il y a toujours l'actualité, il faut toujours courir après. Bon, donc il y a toujours des nouveaux sujets. Au Fonds monétaire, on dit, très bien, il y a un nouveau problème qui se pose, je sais pas, la volatilité des taux de change, je sais quoi, il faudrait peut-être qu'on en discute. Bon, alors les gens disent, ouais, c'est pas urgent, d'autres disent, si, c'est urgent, enfin bon, on finit par se mettre d'accord, puis une fois qu'on est d'accord, on commence à discuter. Discuter, ça veut dire quoi? Qu'on nomme un groupe d'experts qui font un premier papier, un draft qui est soumis un peu à tout le monde, et puis les gens l'amendent en disant, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, etc. Bon. Mécanique, une fois de plus, je ne vous apprends rien, mécanique, c'est le sens commun, voilà, très bien. Bon. Alors, et puis si on réussit à se mettre d'accord, ça fait un accord de plus, et puis cet accord de plus, hop, il rentre dans le catalogue des autres accords, et puis ensuite, next one, et puis on continue comme ça. À l'OMC, ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça, pourquoi? Parce que l'OMC, c'est son histoire d'origine, que je ne vais pas faire devant vous, ce serait trop long, mais l'OMC, le fait est qu'elle a toujours procédé d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle a toujours procédé en faisant ce qu'on appelle des cycles de négociation, round en anglais, qui consistent à rassembler un certain nombre de sujets ensemble, les compacter, dans un ordre du jour unique, et à enfermer la négociation sur ces différents sujets dans une période de temps. La moins mauvaise métaphore que je puisse vous donner, c'est un peu comme les Jeux Olympiques par rapport aux championnats du monde. Les championnats du monde, vous en avez tout le temps. Un jour c'est le handball, un jour c'est la natation, un troisième jour c'est le patinage artistique, la gymnastique, je sais quoi, etc. Les Jeux Olympiques, c'est tout ça compacté sur 15 jours. Bon. Oui, c'est 15 jours, c'est ça, ou 3 semaines, enfin pas 15 jours, très bien. Eh bien, c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des épreuves qui se déroulent comme ça tout le temps, on dit à l'OMC, on prend un certain nombre de sujets, et ces sujets vont faire un cycle pendant une certaine période de temps. Alors la période de temps, c'est pas 15 jours, en général on se fixe 3 ans, l'expérience montre qu'on dépasse, et pendant ce temps, on va se mettre d'accord sur nous, sur un certain nombre de sujets, avec cette idée, c'est pour ça que j'ai un peu développé tout à l'heure sur le consensus, que en mettant plusieurs sujets sur la table, on a des chances de pouvoir se mettre d'accord en vertu du trade-off, en vertu des échanges. En disant, sur tel sujet, je ne suis pas d'accord, mais je suis prêt à céder un peu si on me donne satisfaction sur un autre sujet sur lequel j'ai des intérêts offensifs. Et ainsi se sont toujours passées les négociations de l'OMC. Alors l'OMC, le GATT plus l'OMC au total ont eu 8 cycles de négociations. Le cycle de l'Uruguay était le 8e dernier. Je suis pas en train de dire une bêtise, je me suis toujours trompé d'une unité. Enfin, bon, c'est pas très grave. Le fait est que la caractéristique des différents cycles de l'OMC, retenez ça, ceci, c'est qu'ils se sont déroulés sur une cinquantaine d'années au total, une grosse cinquantaine d'années, ils ont été de plus en plus ambitieux. C'est-à-dire que les premiers cycles étaient relativement simples, on parlait que de droits de douane. C'est-à-dire qu'on disait, on décide de négocier des abaissements de droits de douane, donc chaque pays disait, qu'est-ce que tu offres sur les poêles à frire, sur les automobiles, sur les machines-outils, sur les produits chimiques, et puis l'autre disait, voilà, je n'offre pas grand-chose, mais en revanche là-dessus je demande tant, et alors on confrontait les offres et les demandes des uns, les demandes des autres, et puis au bout d'un certain nombre de mois de discussions de marchands de tapis, c'était de la vraie discussion de marchands de tapis montée dans le commerce, on arrivait à un accord général qui s'appliquait à tout le monde. Et puis c'est vrai qu'à partir des années 60, 70, en fortiori 80, on a commencé à vouloir parler de sujets de plus en plus nombreux, notamment agriculture, notamment services, notamment propriété intellectuelle pour lutter contre la contrefaçon, vaste sujet, et qu'on est arrivé au dernier cycle du GATT, qui était le cycle dit de l'Uruguay, qui a abouti donc à des résultats tout à fait considérables, et notamment à la création de l'Organisation mondiale du commerce. Alors ce cycle, là, déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille des États membres. Ce cycle était prévu pour 3 ans, il en a duré 8. Il a été lancé en 1986 et il s'est achevé en 1994. Bon. Mais, visiblement, les États membres étaient tellement contents du résultat de ce cycle, de cette nouvelle organisation toute belle, toute blanche, même si elle était dans les mêmes locaux à Genève que le GATT, eh bien, se sont dit,
eh ben, il n'y a pas de raison de ne pas continuer. Il n'y a pas de raison de ne pas continuer, et on va lancer un nouveau cycle parce qu'il y a encore plein de trucs à faire dans le domaine des marchandises, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des services, mais dans tout un tas d'autres domaines sur lesquels il serait bon qu'on mette en place le fameux principe de non-discrimination pour donner de la fluidité aux échanges. En partant de cette idée, c'est vrai, de cette idée a priori, que le développement des échanges est bon pour l'économie, bon pour la croissance, etc. Je ne vais pas du tout développer cet aspect, mais on aurait pu y passer 1h30 aussi. Alors, en plus, et j'insiste sur ce point, les éléments de contexte, c'est toujours important, vous verrez ça dans la vie professionnelle, il ne faut jamais négliger les circonstances, comme on dit, les éléments de contexte. On était au tournant du siècle et du millénaire, donc il y avait une espèce de millénarisme qui saisissait toutes les organisations internationales. C'est à qui en fait le plus pour le millénaire, donc il y avait cette idée de dire, bon, bah, on change de siècle, on change de millénaire, donc il faut un nouveau cycle pour montrer qu'à l'OMC aussi, on entre dans le nouveau millénaire, en marchant, taillot, etc. Alors, ça c'était une vérité. Et donc, il y a eu cette idée de lancer un nouveau cycle de négociation, alors extrêmement ambitieux, avec une première tentative avortée qui s'est passée à Seattle. Seattle, c'était intéressant, c'était aux États-Unis, et ça a été un échec retentissant, le premier échec retentissant de l'OMC, parce que ça a été l'irruption soudaine des organisations non gouvernementales et de l'Internet dans le champ des négociations internationales. Autrement dit, la combinaison d'Internet et des ONG a abouti à ce que la négociation, je dis non seulement elle a échoué, mais elle n'a pratiquement pas pu se tenir. Elle n'a pas pu se tenir parce que tout l'espace médiatique était complètement saturé et les sujets dont les officiels devaient débattre n'ont pratiquement pas pu être débattus. Alors pour faire l'histoire courte, les États membres n'ont pas voulu renoncer et ils ont abouti donc à Doha, puisque Doha plus 12 c'était le sujet de mon topo, ils ont abouti à Doha, capitale du Qatar, en novembre 2001, à se mettre d'accord sur une liste de sujets. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le mécanisme de décision consensus, et ça, effectivement, c'est une conséquence, dit que pour lancer une négociation, il faut être d'accord sur l'ordre du jour. Ça, c'est évident. Et que là, l'ordre du jour, il se décide à l'unanimité. C'est-à-dire que vous pouvez toujours dire, moi, je veux qu'on parle d'agriculture. Si vous avez eu un seul État membre qui dit, je veux pas qu'on parle d'agriculture, eh ben, on ne parlera pas d'agriculture. Alors, à ce compte-là, pour se mettre d'accord sur l'ordre du jour, ça peut être bon. Mais on retrouve ce que je vous disais, les trade-offs, les arbitrages. Très vite, le gars qui dit « moi je veux qu'on parle d'agriculture », l'opposition se trouve entre ceux qui disent « moi je veux pas qu'on en parle, mais j'aimerais qu'on parle de service », et le type qui dit « je veux parler agriculture », il dit « moi je veux pas qu'on parle de service ». Alors c'est donnant, si tu veux qu'on parle service, on parlera agriculture. Tac, tac. Donc les ordres du jour se bâtissent comme ça, par abandon et pour faire l'histoire courte, on est arrivé en novembre 2001 à lancer un cycle de négociation qui s'est appelé le cycle de Doha, capitale du Qatar, qui comprenait la liste de sujets, pour aller un peu vite, que je vous ai mis sur le tableau là, et dont vous voyez tout de suite qu'il est extrêmement ambitieux. Alors je l'ai mis dans le jargon de l'OMC pour vous familiariser, même si en sortant de cette conférence, vous ne voyez plus jamais quoi que ce soit qui parle de l'OMC. Les sujets de l'OMC étaient les suivants, j'aurais dû commencer par le second, mais peu importe, j'ai mis ça dans un ordre. Alors, les trois colonnes correspondent à trois catégories. Je dirais les sujets lourds, les sujets archi-classiques, c'est la colonne de gauche. L'agriculture. AMNA, ça veut dire accès au marché non agricole, ça veut dire c'est des négociations tarifaires non agricoles. NFA, c'est non agricole. Services et traitement spécial et différencié, j'en dirais un mot, traitement spécial et différencié, ce sont les règles qui concernent les pays en développement. Au milieu, je dirais que ce sont des sujets nouveaux, mais nouveaux à l'échelle des années 2000, c'est-à-dire qu'ils étaient nouveaux en 2000, aujourd'hui ils sont un peu ringards. Règles, c'est le jargon de l'OMC, parce que ça regroupe trois choses qui sont assez différentes, qui sont l'antidumping, AD pour les intimes, les subventions et les sauvegardes, mais simplement qu'on devait parler de l'antidumping. En matière de propriété intellectuelle, TRIPS ou ADPIC, accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, on devait parler des indications géographiques, vous savez, les indications géographiques, c'est tous les produits alimentaires ou non alimentaires d'ailleurs, qui ont des indications liées à un terroir géographique, que ce soit le vin, le fromage, l'huile d'olive, etc., etc. Mais enfin, beaucoup d'autres, le thé de le riz basmati, le thé de dargénie, etc., etc. Un certain nombre de sujets concernant le commerce et l'environnement. Donc, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. L'accusation selon laquelle l'OMC refuse de s'occuper d'environnement a fini par porter. Beaucoup de gens ont considéré qu'il fallait que l'OMC, les membres de l'OMC tiennent un peu compte des préoccupations environnementales dans les négociations, et mise en œuvre, c'est un terme de jargon extrêmement compliqué, pour faire droit aux demandes de nombreux pays en développement, disant que
la mise en œuvre des accords était trop compliquée pour eux et qu'ils avaient besoin de temps, de délai, de soutien, d'assistance technique pour se faire. Et puis enfin, j'ai mis la troisième colonne, ce sont les sujets qui ont été qualifiés un peu abusivement de sujets dits de Singapour, mais enfin c'est vrai que le nom leur est resté. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu une conférence de l'OMC en 97, c'était la première conférence de l'OMC, après celle qu'il avait lancée, donc en 1997, et ces sujets étaient 4 sujets que vous voyez ici, qui étaient pour la première fois une novation où les membres se disaient qu'il était important de ne plus parler uniquement de ce qui fait obstacle au commerce de manière directe, comme les droits de douane, comme les contingents, comme etc., etc. Mais il faut commencer à parler de sujets qui sont certes un peu périphériques au commerce, mais qui touchent directement au commerce. Commerce et concurrence, commerce et investissement, commerce et marché public, commerce et facilitation commerciale. Alors, je vous donne un exemple, par exemple. Les obstacles au commerce, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est extrêmement protéiforme. Les plus évidents sont les droits de douane, ce sont les contingents. Quand vous avez un droit de douane, c'est un impôt indirect si vous avez un droit de douane de 300-400%, c'est un peu dur de vendre, surtout si la marge est 5 ou 6% sur le produit. Donc ça, c'est un obstacle évident, facile à identifier. Un contingent, ça veut dire que vous pouvez exporter 50 000 voitures, et puis que la 50 millième une voiture, vous ne pouvez pas l'exporter, puisque le contingent est plein, et donc ça s'arrête là. Donc, mais il y a des obstacts plus sournois. Et je vous donne un exemple. Par exemple, dans les pays où vous n'avez pas de droit de la concurrence, et ça, il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on croit. Chez nous, le droit de la concurrence est très complexe. Aux États-Unis, encore plus. Mais il y a des pays où le droit de la concurrence est extrêmement rudimentaire. Je vous prends un exemple. Restons dans le domaine de l'automobile. Vous êtes un exportateur, vous voulez atteindre un marché donné. Et puis sur ce marché, vous avez admettons, vous n'avez pas de producteur, mais vous avez 2 agents de marques étrangères qui sont vos concurrents et qui tiennent le marché. Bon. Alors vous vous dites, je vais venir mettre un peu la panique là-dedans, et je vais arriver en 3e, et je vais vendre des produits qui sont excellents. Ces 2-là sont un peu endormis sur leur laurier, et je vais baisser les prix, et puis je vais entrer sur le marché. Bon. Alors vous arrivez, il n'y a pas de droit de la concurrence, donc les 2 gars qui tiennent le marché, pendant 6 mois, ils baissent les prix de 40%. Ils se sont mis d'accord dans un hôtel en disant, bon, écoute, on va perdre du fric pendant 40%, mais pendant 6 mois, mais au bout de 6 mois, le mec il sera dégoûté, il pliera bagage, et on prendra après, on mettra les prix à niveau, et tout ira comme avant. Bon, j'ai l'air de caricaturer. Ce que je viens de décrire, vous le faites en France, vous le faites en Allemagne, vous le faites aux États-Unis, ça peut aller jusqu'à 50 tôles, si vous êtes prêts. C'est ça le droit de la concurrence, c'est ça. Bon. Dans les pays où il n'y a pas de droit de la concurrence, ou bien où le droit n'est pas appliqué, autre variante, ce genre de comportement, il est extrêmement fréquent. Peut-être moins brutal que ce que je viens de dire, il y a une manière plus subtile de description. Mais la nécessité du temps qui passe m'oblige à faire court. Donc, ce que je viens de dire, donc, il y avait quand même cette idée de dire, on va essayer de faire un accord entre les États membres qui couvrira commerce et concurrence et qui permettra de prévenir le genre de comportement et d'autres que je viens de vous décrire. Donc, voilà le schéma sur lequel les États membres s'étaient mis d'accord en novembre 2001 pour lancer un nouveau cycle, le cycle du millénaire, qu'on avait qualifié de cycle de développement de Doha. Pourquoi? Parce que le mot développement, c'était le cycle de Doha, puisqu'il s'était passé à Doha. Les membres de l'OMC donnent toujours le nom du lieu où s'est passée la conférence pour qualifier les cycles qui sont lancés, en tout cas de la période récente, et on avait rajouté le mot développement parce qu'il y avait quand même cette idée qui consistait à dire que le monde changeait et que les règles dont je viens de vous parler, principe de non-discrimination, etc., étaient des règles qui certes étaient très convenables pour les pays riches, pour les pays développés, mais elles étaient beaucoup moins pour les pays en développement. Alors ça, c'est en soi un sujet. J'aurais pu le dire plus tôt. Retenez simplement ceci, et je me rends compte, j'aurais dû le dire plus tôt. Le principe fondamental sur lequel est assis l'OMC, à savoir le principe de non-discrimination, comme tous les principes, vous avez fait de la grammaire, donc vous savez ce que c'est, dès qu'on apprend une règle, il y a des exceptions qui en général sont bien plus nombreuses. Donc à l'OMC, c'est la même chose. Le principe de non-discrimination, il est assorti d'exceptions. Vous nous encombrez le cerveau à ce moment-là, mais je le fais maintenant. Il est assorti d'exceptions, il y en a plusieurs. Il y en a même tellement que certains se disent est-ce que les exceptions ne sont pas plus importantes que la règle, enfin peu importe. Il y a 2 grandes catégories d'exceptions qui sont les exceptions pour les pays en développement et des exceptions pour ce qu'on appelle les accords commerciaux régionaux. On va en dire un mot tout à l'heure. Donc l'idée est que les pays en développement, normalement, ont droit à un traitement spécial et différencié. TSD, comme son nom l'indique là. Donc un certain nombre de règles qui sont destinées à être moins contraignantes pour eux que pour les pays riches. Alors, je fais court, les 12 ans qui viennent de s'écouler,
Les 12 ans qui viennent de s'écouler, ils ont été quoi? Ils ont été l'histoire du cargo qui est pris dans une tempête et qui menace de couler. Qu'est-ce qu'on fait avant de sauter dans les bateaux de sauvetage? Eh bien, on fout la cargaison par-dessus bord, avec l'idée d'alléger le navire, en disant s'il est plus léger, il coulera peut-être moins vite. Bon. Par conséquent, à mesure que les 12 ans 2001-2012, grosso modo, se sont écoulés, on a mis par-dessus bord, soit de manière visible, ostensible, par une décision, soit de manière sournoise, par oubli pur et simple, la plupart des sujets de cette liste. Alors, les premiers qui ont été victimes, là, formellement, d'une décision dès 2003, au sens de Cancun, concurrence, investissement, marché public, hop, ils ont disparu. Ils ont disparu du paysage, formellement. Donc, on n'en a plus du tout discuté. Il n'en est resté qu'un, c'est celui-ci. Là, bon. Il est de fait que, à mesure que le temps a passé, les sujets, ça c'est un peu l'inverse, ça je dirais, c'est on bazarde la cargaison de manière ostensible, et ça, je veux dire, en mettant le focus sur une partie de la cargaison, ça veut dire que le reste disparaît. Bon. On s'est énormément concentré là-dessus, on s'est passablement concentré là-dessus. On n'a pas formellement abandonné ça parce que c'est très difficile quand vous appelez un truc qui s'appelle le Doha Development Agenda, c'est quand même très difficile de ne pas parler des règles en faveur des pays en développement. Bon. Mais d'une manière un peu pudique, on en parlait qu'à moitié. La mise en œuvre, c'était tellement compliqué qu'on a renvoyé ça plus tard. L'environnement, ça s'est trouvé paralysé de facto, donc on a plutôt renoncé. L'anti-dumping, il y avait une telle opposition de tout le monde qu'on a fini par laisser tomber. Ça s'est plus ou moins enterré tout seul devant la complication. Je vous fais, dans le détail, c'est horriblement compliqué, mais je vous fais vraiment un résultat. Résultat, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Il reste ça. Il reste ça, facilitation commerciale. Il reste ça. Il reste ça, il reste ces quatre-là, plus ça. Bon. Ça, je dirais, c'est ce qui reste, mais c'est pas forcément ce dont on discute. Alors, vous voyez bien une chose, c'est que, et là c'est un peu systémique ce que je vais vous dire, il est certain que les 12 sujets, et alors, je vais rajouter celui-ci, il y avait en plus, pour la cerise sur le gâteau, il avait été décidé dans l'enthousiasme de Doha, que, en dehors du cycle, on discuterait de ce sujet-là, c'est-à-dire d'une modernisation du mécanisme de règlement des différends, sans remettre en cause le principe que je vous ai dit tout à l'heure, mais on discuterait de ça. Alors, retenez bien ceci, c'est que, à l'origine, quand on fait une liste de sujets comme ça, c'est pas pour faire joli, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on enferme la négociation sur ces sujets dans une certaine période de temps. Ça veut dire que l'objectif final, est d'arriver à un accord général sur l'ensemble, c'est-à-dire que de marchandage entre les sujets, entre les différents États, on en arrive à un ensemble, certes compliqué, peu compréhensible, mais où tout le monde soit d'accord sur tout. Tout le monde soit d'accord sur tout, ce qui se traduit par la phrase célèbre qu'on entend à l'OMC, on est d'accord sur rien tant qu'on n'est pas d'accord sur tout. Autrement dit, l'ensemble de ces sujets formait un tout. Bon. Inutile de dire que, à mesure que le temps a passé, ils ont formé de moins en moins un tout, et qu'on s'est donc concentré sur les sujets que j'indique. Alors, ceci a une conséquence, c'est que, enfin plutôt, on peut présenter les choses de la manière suivante. On peut très bien dire que tant de sujets en 2001 étaient certainement beaucoup trop ambitieux. Autrement dit, pour rester dans ma métaphore du cargo, on peut dire que dès le départ, le cargo était tellement chargé qu'il était menacé de couler, et qu'il suffisait de quelques rides sur la mer pour qu'on soit contraint de bazarder les trucs. C'est sans doute une vérité. Les membres de l'OMC se sont sans doute crus embarqués dans une baraque d'optimisme sur les négociations commerciales qui était sans doute excessive eu égard au temps troublé de l'époque. Je rappelle que ce cycle de Doha, tout le monde l'a oublié maintenant, s'est passé exactement 4 mois après les attentats du 11 septembre. 11 septembre, novembre, 9 et 2, 2 mois. Je rappelle, vous n'avez peut-être pas vécu ça, parce que c'était loin, vous étiez jeune, que l'ambiance qui régnait à cette époque-là, au niveau des organisations internationales, était de dire qu'un des objectifs d'Al-Qaïda, c'était de perturber la vie des États, la vie internationale, et notamment d'empêcher la tenue des réunions internationales. Et une des premières conséquences était que les réunions annuelles du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, qui ont lieu à la fin du mois de septembre chaque année, tantôt à Washington, tantôt ailleurs, avaient été annulées. Bon.
Donc le message politique là était très clair. Je veux dire, Al-Qaïda avait fait ses attentats et il les avait revendiqués. Et dans la foulée, deux énormes organisations internationales disaient des raisons de sécurité nous interdisent de tenir notre réunion pour les annuler. Donc c'était un message considérable. Donc l'OMC, elle s'était trouvée un peu sous le feu des projecteurs. On avait tout de suite dit aux membres de l'OMC, vous faites quoi? Vous allez à Doha. Doha, en plus, pour nous faire un dessin, c'est au Qatar. Certes, c'est pas au centre des lieux de conflit, mais enfin, c'est déjà nettement plus près de l'Afghanistan que l'était, ou du Pakistan, que ne pouvaient l'être d'autres pays plus éloignés. Donc, question, est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on fait pas? La décision avait été prise par les États membres de faire, de maintenir la réunion. Donc, quand même, un contexte qui est facile à oublier maintenant. On dit, tout ça était absurde, c'était complètement de lancer des négociations si compliquées, mais le contexte de l'époque milite aussi. Bon. Alors, au cours de ces 12 années, d'échec en échec, toutes les conférences de l'OMC ont été des échecs successifs, on a évidemment allégé la barre considérablement et on a fini par se concentrer sur un nombre de sujets plus réduits. Mais voyez bien une chose, c'est que, et c'est là où ce genre de négociation est extrêmement difficile, s'il y a trop de sujets, vous n'y arrivez pas parce que c'est trop compliqué, que les arbitrages et les marchandages entre un trop grand nombre de sujets, plus personne n'y comprend rien, et donc on croule sous l'excès d'ambition. Mais à l'inverse, s'il n'y a pas assez de sujets, la possibilité de faire des arbitrages entre ce qui intéresse les uns et ce qui ne les intéresse pas, et ce qui intéresse les autres et ce qui ne les intéresse pas, devient plus difficile. Pendant très longtemps, la négociation du cycle de Doha, elle se limitait aux deux sujets que j'ai mis en haut, c'est pour ça que je vous ai encadré, sur l'agriculture et les sujets tarifaires non agricoles. Là, il n'y avait pas suffisamment de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce qu'on trouvait opposés, caricaturé à l'extrême, on trouvait opposés deux grands groupes de pays, les émergents, dirigés par le Brésil d'une part, les États-Unis et l'Union européenne d'autre part. Les émergents disaient, notamment le Brésil, disait à l'Union européenne et aux États-Unis, nous ce qu'on veut, c'est que vous abolissiez vos subventions à l'agriculture. Parce qu'on est une énorme puissance agricole, moi, Brésil surtout. Ce que je veux, c'est pouvoir vendre du blé, vendre de la viande, vendre du maïs sur le marché américain et sur le marché européen, parce que je suis plus compétitif que vous. Et que si vous supprimez vos subventions, eh bien, on fera la démonstration que sans subvention, vous êtes moins compétitif que nous, donc la loi du marché doit jouer, etc. Les Européens répondaient, et les Américains répondaient, ils répondaient pas chiche, ils répondaient on est prêt à faire un petit bout du chemin dans votre sens. Ça leur coûtait d'autant moins cher que comme le prix des céréales commençait à monter énormément, la nécessité de subventionner les productions était beaucoup moindre, donc évidemment ça leur coûtait pas cher de répondre à ça. Ils disaient on est prêt à faire un petit bout de chemin dans votre sens, mais la contrepartie c'est que vous ouvrez vos marchés industriels. On veut pouvoir vendre des bagnoles, on veut pouvoir vendre des produits chimiques, on veut pouvoir vendre tout un tas de trucs. Or, comme vous le savez, les pays qui sont en phase de croissance, en phase d'émergence, en général, ils font du protectionnisme industriel, comme l'ont fait les pays riches d'aujourd'hui, comme l'ont fait les États-Unis avant d'être libéraux, comme l'a fait le Royaume-Uni, comme l'a fait la France, comme l'a fait l'Allemagne. Tous les pays qui sont riches aujourd'hui ont d'abord été protectionnistes sur le plan industriel. Donc c'est sûr que, en concentrant la négociation sur ces deux sujets, agriculture et accès au marché des produits non agricoles, on la paralysait, mais on la paralysait pour des raisons inverses de la paralysie résultant d'un trop grand nombre de sujets auxquels personne ne comprenait rien. Là, on la paralysait parce qu'on se concentrait sur trop peu de sujets sur lesquels les possibilités de faire des arbitrages étaient insuffisantes. Alors, on en est arrivé à la situation qui prévalait il y a 6 mois, et au fait que les États membres ont pris, alors certains disent avec, je dirais, en abdiquant finalement toute ambition, d'autres avec réalisme, on a pris une orientation qui consiste à dire, bon, on va ajuster nos objectifs à nos ambitions. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de grandes ambitions, eh ben, on va avoir de toutes petites ambitions. Alors ces toutes petites ambitions, c'était quoi? C'était de dire, dans ce truc, on en prend à peu près 10%. On en prend à peu près 10%, ça fait pas gras. C'est-à-dire qu'on va parler un peu de facilitation commerciale, parce que ça c'est le sujet le plus facile. On va parler de quelques sujets agricoles, je dis bien quelques sujets agricoles, et on va parler de quelques sujets de développement. Quelques sujets de développement, je dis bien quelques, on ne va pas parler de tout le TST, on va parler de quelques sujets de développement. Bon, et sur cette base, les États membres ont réussi à se mettre d'accord, c'est-à-dire qu'ils ont signé un nouvel accord, ça c'est vrai, c'est un nouvel accord en bonne et due forme, c'est pas un amendement des accords anciens, c'est un nouvel accord, qui s'appelle Accord sur la facilitation commerciale. Donc ce point-là est traité. C'est un accord, bon, pour en dire un mot un peu plus, c'est un accord qui a pour but de faciliter les transactions en les rendant plus rapides et donc moins chères. Alors ça c'est un sujet qui n'est pas facile, de lutter incidemment contre la corruption qui est un
un fléau des transactions commerciales internationales et de faciliter le transit. Alors, derrière toutes ces abstractions, il y a quoi? Il y a cette idée que vous, si vous faites de l'économie internationale, que vous devez savoir, que l'une des grandes caractéristiques du commerce mondial, depuis une vingtaine d'années, parce qu'elle avait beaucoup insisté là-dessus pendant les 8 ans de son mandat, c'est ce qu'on appelle le développement des chaînes de valeur. Le développement des chaînes de valeur, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le contenu en importation des produits qui sont exportés a augmenté énormément. Il y a 25 ans, retenez ça très, très grosso modo, il y a 25 ans, le contenu en produits importés des produits qui étaient exportés, notamment par les pays industriels, était d'à peine 20%. Aujourd'hui, ce contenu est de l'ordre de 40%, et on estime que dans une vingtaine d'années, il pourrait être de 60%. Ce qui veut dire qu'un même produit, et le fameux exemple de l'iPhone est là pour le montrer, un même produit aujourd'hui, avant d'arriver sur le marché, il peut très bien franchir 6 ou 7 frontières. 6 ou 7 frontières, facilement. De temps en temps plus, de temps en temps moins. Mais autrement dit, l'époque où une montre, une bouteille, etc. était faite entièrement dans un pays et était exportée, donc ne traversait qu'une frontière avant d'être consommée, cette époque est complètement révolue, et presque complètement révolue. Ne traverse qu'une frontière les produits de base. Oui, le pétrole qui part d'Arabie Saoudite et qui va en Chine, il ne repart pas dans l'autre sens sous une autre forme. Non, ça c'est vrai. Le charbon, pareil, le blé, bon. Mais les produits élaborés, les produits industriels, que ce soit même les textiles, même les vêtements, mais a fortiori les produits plus élaborés comme les ordinateurs que vous avez sous les mains, etc., sont des produits qui sont intégrés dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur mondiale, c'est-à-dire dans des processus de production où entre le design à l'origine, la conception, jusqu'au service après-vente, vous pouvez avoir 12 pays. Et donc, chaque fois, un franchissement de frontières. Donc, ce qu'on appelle la facilitation commerciale, qui est un terme de jargon, trade facilitation en anglais, qui n'est rien d'autre que la flexibilisation des procédures de franchissement des frontières pour les marchandises, est un sujet qui a retrouvé ces dernières années une actualité fondamentale. Par conséquent, le fait que les États membres de l'OMC se soient mis d'accord là-dessus est une véritable avancée, dont il ne faut pas minorer la portée. Alors, techniquement, l'accord est évidemment compliqué, mais il a tout de même une vertu importante, une vertu de signe qui est adressée à la communauté internationale, c'est que les États membres de l'OMC ont réussi pour la première fois depuis une quinzaine d'années à se mettre d'accord sur un sujet finalement non négligeable. Et là, je dirais que l'actualité, autrement dit, cet accord aurait été signé par exemple en 2005, sa portée aurait été moindre qu'aujourd'hui. Ça, ne fût-ce qu'en 10 ans, et c'est évident. L'autre sujet important qui a été, sur lequel les États membres ont trouvé un accord, mais un accord extraordinairement difficile, est la question, quelques questions agricoles. Alors évidemment que les États membres ne se sont pas mis d'accord sur le grand sujet agricole, c'est-à-dire la réduction des droits de douane d'une part et la réduction des subventions d'autre part, des subventions internes, subventions à la production, ils n'y sont pas arrivés, d'ailleurs c'était absolument pas leur objectif. Ils ont réussi à se mettre d'accord sur un sujet qui a été porté par l'Inde essentiellement, qui est un sujet qui avait été abordé par le G20. Le G20, vous savez, le groupe des pays qui, après la grande crise de 2008, ont commencé à se réunir, c'est-à-dire le G8 plus un certain nombre de pays émergents, qui est la question des programmes de stockage pour assurer la sécurité alimentaire. Alors, les programmes de stockage alimentaire, essentiellement programmes de stockage de céréales, c'est une des plus vieilles lunes du commerce international qui consiste à dire la nourriture c'est sacré, parce que la vie des gens en dépend, et par conséquent, il est fondamental que ce ne soit pas le commerce qui soit la loi et les prophètes en matière d'approvisionnement pour les denrées alimentaires, et que chaque État ait la possibilité de constituer des stocks de sécurité alimentaire pour, en cas de crise, assurer la sécurité alimentaire de ces populations. Bon. Une fois que vous avez dit ça, vous avez l'impression d'avoir énuméré une vérité d'évidence qui devrait rencontrer un unanimisme total et considérable. Le problème, c'est que la sécurité alimentaire, c'est le prototype de la très belle idée généreuse, mais que si tout le monde fait le même raisonnement, ou même si plusieurs pays font le même raisonnement, voyez bien que ça peut avoir des conséquences tout à fait calamiteuses que beaucoup de pays, et notamment des pays en développement, ont mis en évidence, dans la mesure où
Si un pays commence à dire, moi, il faut que je puisse constituer des stocks de sécurité, ça veut dire que d'abord, eh bien, j'achète la production de mon pays à des conditions préférentielles, parce qu'il faut bien qu'il y ait une incitation pour que les paysans vendent à un organisme public pour faire des stocks. Ou alors je ferme complètement le marché. Et je dis, comme vous n'avez pas le droit de vendre à l'exportation, vous avez le droit de vendre sur le marché intérieur, vous avez le droit de vendre à moi, agence d'État, pour faire des stocks alimentaires. Donc, solution qui est quand même pas très facile à mettre en œuvre. Bien, donc, vous achetez à prix préférentiel, c'est-à-dire que vous subventionnez, vous mettez en place des subventions, et effectivement, étant donné que vous êtes un client, un acheteur important, et bien face à une production fixe, sauf si vous avez plusieurs années de récolte extrêmement abondante, mais auquel cas il n'y a pas de problème de sécurité alimentaire, eh bien vous créez de la pression sur le marché. Donc vous avez tendance à faire monter les prix, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce que souvent les paysans se plaignent d'avoir des prix qui sont insuffisants. Mais si vous avez 10 pays qui font ça en même temps, pour une denrée quelconque, maïs, blé, riz, puisque ce sont les trois produits les plus importants sur le plan alimentaire à l'échelle mondiale, et ce sont les trois qui se stockent le plus aisément, puisque la durée de conservation est longue, évidemment, vous ne pouvez pas stocker des fruits et légumes, c'est encore moins de la viande ou du poisson, la viande un peu dans le congélateur. Donc ce sont les céréales que l'on stocke. Et bien, si 10 pays font ça en même temps, et bien vous voyez bien que ça peut créer des phénomènes de rareté sur les marchés, qui sont totalement contradictoires avec l'idée de sécurité alimentaire, puisque s'il y a de la rareté sur le marché, eh bien, il y a de la difficulté d'approvisionnement. Et puis évidemment, l'inverse est vrai, c'est-à-dire qu'une fois que des stocks sont constitués, il faut les gérer, parce que des stocks ça tourne, les céréales ça ne peut pas se garder indéfiniment. Au bout de 3-4 ans, les vertus nutritives commencent à diminuer énormément, donc il faut les faire tourner, il faut racheter et vendre ce qui est dans les stocks. Et puis si il apparaît qu'il y a surabondance, c'est-à-dire que les récoltes sont très abondantes, que les prix sont plutôt bas, que les marchés sont plutôt fluides, eh bien vous vous dites finalement ces stocks qui me coûtent très cher, parce que je veux dire ça coûte cher, ça c'est des impôts qui sont payés par les contribuables, eh bien vous vous dites bon il faudrait peut-être remettre tous ces stocks sur le marché. S'il y a 10 pays ou 15 pays qui remettent les stocks sur le marché en même temps, les prix se cassent la gueule et on arrive à des effets catastrophiques sur le revenu des paysans puisqu'ils n'arrivent plus à vendre leurs nouvelles récoltes. Bon. Donc, autrement dit, les stocks de sécurité alimentaire, ça a l'air d'une idée à la fois extrêmement simple, extrêmement bonne, extrêmement généreuse, mais dont la mise en œuvre sur le plan économique n'est pas simple. Et il se trouve que dans la négociation du mois de décembre, c'est l'Inde qui a été le héros, le porteur de cette idée d'inclure les stocks de sécurité alimentaire dans la négociation, en disant qu'il y avait un vrai droit, etc. etc. Elle s'est heurtée non seulement à l'opposition des pays développés, États-Unis, Union européenne, alors que l'Union européenne avait été un peu le porteur de l'idée à un sommet du G20, mais surtout l'Inde a réussi à se mettre à dos l'Indonésie, qui était le pays hôte de la conférence, le Pakistan, qui est son adversaire traditionnel, mais surtout la Chine, qui est le premier importateur de céréales au monde, et pour qui la notion de stockage de sécurité alimentaire n'a pas du tout la même portée que pour l'Inde. Donc cette notion a failli faire capoter la conférence à plusieurs reprises. On a abouti à un compromis, comme tous les compromis, il est essentiellement boiteux, peu facile à comprendre, c'est-à-dire qu'on s'est replié sur une solution provisoire, sans fixer de limite de temps. Il y avait un énorme débat, est-ce que le provisoire devait être de 4 ans, finalement on acceptait qu'il n'y ait pas de limite de temps, et en disant qu'il y avait ce qu'on appelle dans le jargon une clause d'envoyure, c'est-à-dire qu'on allait se reposer rapidement, pour essayer de trouver une solution définitive, ça risque de prendre un certain temps, et que dans l'espace de temps provisoire, eh bien, les États membres de l'OMC s'engageaient à ne pas se faire de procès sur ce sujet, c'est-à-dire à ne pas se traîner devant l'organe de règlement des différends, ne pas se faire de procès sur ce sujet particulier. Donc, voilà ce qu'il en est pour ce sujet agricole. Il y a eu d'autres sujets qui ont été traités. Et puis, dernier point, on a évoqué un certain nombre de sujets de développement. Alors, sur les sujets de développement, je dirais qu'on est retombé dans la belle et grande hypocrisie traditionnelle, c'est-à-dire qu'on s'est contenté de répéter ce qui avait déjà été dit un bon nombre de fois au cours des 10 dernières années, à savoir notamment qu'il fallait faciliter l'accès au marché des pays riches pour les pays les moins avancés, en supprimant tous les droits de douane et tous les contingents pour les produits qu'ils pouvaient exporter. Comme c'est un engagement qui avait déjà été pris en 2005 à une conférence qui s'était tenue à Hong Kong, beaucoup de gens ont dit que répéter en décembre 2013 ce qui avait été affirmé en 2005 ne pouvait pas être qualifié d'un progrès spectaculaire, le moins qu'on puisse dire. Bon, on en est. Alors donc, je terminerai là. Voilà le bilan de cette conférence de Bali. Alors, est-ce que ça suffit à relancer le reste de la machine?
Le reste de la machine, moins les 3 sujets qui sont là, dont eux considèrent qu'ils ont complètement disparu. Les autres, je dirais, ils existent encore. Donc on peut considérer que la colonne de droite, elle est résolue, puisque facilitation commerciale c'est résolu, et que les 3 autres, ils ont disparu. Donc il ne reste plus que les 2 colonnes. De là, ça fait encore 8 sujets, c'est encore pas mal, dont chacun à lui seul peut occuper les membres pendant un bon paquet d'années. Alors là, vous avez 2 thèses, vous avez ceux qui disent c'est pas avec une 2 chevaux qu'on fait rouler un train de marchandises de 1000 tonnes. Autrement dit, c'est pas en ayant traité, et encore pas entièrement, 10% à peu près, je sais pas où 10%, hein, si on allait chercher le 10% du sujet, que on a des chances de relancer une machine extrêmement lourde. Donc, soyons pessimistes et partons de l'idée que dans un an, on en sera au même état qu'on en était à la fin 2012, c'est-à-dire avec une OMC de nouveau encarafée et des négociations qui n'avancent pas. Alors, il y a même des analystes qui vont plus loin. Je pense à un éminent professeur de Dauphine qui dit cette négociation elle est calamiteuse parce que au lieu d'aboutir à ce qu'on aurait dû faire déjà depuis longtemps, c'est-à-dire prononcer la mort et du cycle de Doha et peut-être de l'OMC, eh ben, on prolonge la vie de l'agonisant et on va le prolonger d'1 an, 18 mois au maximum, et de toute manière, comme on sera exactement au même point dans 18 mois qu'aujourd'hui, ben, il aurait mieux valu débrancher, comme on dit, débrancher les tuyaux d'oxygène définitivement, comme ça au moins la situation serait nette, plutôt que de continuer, etc. Et puis vous avez à l'inverse les optimistes qui disent, eh ben, il y a comme toutes les activités humaines, ça s'inscrit dans une dynamique. La dynamique qui s'est manifestée à Bali en permettant de négocier, de relancer, d'aboutir sur un sujet, facilitation commerciale, de donner des signes de progrès sur un sujet agricole important, les stockages de sécurité alimentaire, de souligner les engagements politiques sur un certain nombre de sujets concernant le développement, eh bien, permettait donc, de redonner une certaine dynamique aux négociations OMC, et que ceci devait être lu, et ça c'est important, devait être lu à la lumière d'un autre élément, qui est que les négociations commerciales que mènent entre eux un certain nombre de groupes de pays, négociations transpacifiques d'une part et transatlantiques d'autre part, c'est-à-dire négociations entre États-Unis et une dizaine de pays d'Asie d'une part, négociations entre l'Union européenne et États-Unis d'autre part, ces négociations qui, il y a 6 mois, partaient tambour battant en disant vous allez voir ce que vous allez voir, il va y avoir 2 accords gigantesques qui vont couvrir tout le Pacifique d'une part, tout l'Atlantique de l'autre, c'est-à-dire les 3/4 du commerce du monde, du coup on pourra mettre l'OMC à la poubelle et vous allez voir ce que vous allez voir, et bien ces 2 accords, l'expérience montre qu'ils sont évidemment beaucoup plus faciles, beaucoup plus difficiles à réaliser qu'à proclamer. Autrement dit, l'accord transpacifique qui, lui, a été lancé il y a déjà presque 3 ans, devait franchir une étape absolument décisive le 31 décembre de l'an de grâce 2013. Dès le lendemain de la conférence de Bali, d'ailleurs, les délégués américains se sont retrouvés à Singapour pour une réunion qui a échoué massivement. Le Japon ayant dit, moi, l'accord transpacifique, d'accord, mais touche pas à mon agriculture, touche pas à mes travaux publics, qui sont des marchés publics, et touche pas à 2-3 autres choses, et touche pas aux questions monétaires, ou à Dieu sait quoi, etc. Comme ça fait 50 ans que le Japonais dit ça, c'est que le Japon dit ça, c'est pas franchement une surprise. Enfin, le fait est que le truc est profondément encarafé. Et comme de surcroît, cette négociation se fait sur le dos de la Chine, puisque toute l'idée stratégique, c'est de faire un accord dans lequel il n'y aurait pas la Chine. La Chine, évidemment, se frotte les mains et par en dessous fait tout ce qu'il faut pour que le machin échoue. Donc, ce truc, pour l'instant, est encarafé. Quant à l'accord transatlantique, baptisé TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, on n'est jamais avare de slogans triomphaux, eh bien, vous avez remarqué qu'après un départ fracassant, eh bien, il est encarafé entre ceux qui disent touche pas à mes marchés financiers, touche pas à mon agriculture, touche pas à ma culture, touche pas à mes transports, etc. etc. Bon, je veux dire, autrement dit, quand on est comme moi, quand on n'est plus sur un acteur de négociation, c'est facile de critiquer, mais il était facile dès le début de voir que ces 2 négociations, aussi bien la transpacifique que la transatlantique, seraient des négociations extrêmement difficiles. Pourquoi? Parce qu'elles ne touchent pas aux questions tellement douanières. Les droits de douane entre l'Union européenne et les États-Unis, ils sont inférieurs à 3%. Les droits de douane, c'est plus un sujet. Entre l'Union européenne et les États-Unis, c'est plus du tout un sujet. En revanche, les règlements, ce qui réglemente l'activité économique de part et d'autre de l'Atlantique, ça, c'est fondamental. C'est fondamental, ça touche à des intérêts considérables. Et surtout, ça touche à des intérêts intérieurs
qui sont extraordinairement difficiles à résoudre. Prenez les assurances, par exemple, je prends cet exemple, parce qu'il est très connu. Bon. L'activité d'assurance dans les pays développés, c'est une énorme activité, c'est une industrie financière, l'assurance. C'est colossal, que ce soit l'assurance, le marchandise, l'assurance, tout ça, c'est une industrie. Les assureurs sont des entreprises colossales. Bon. L'idée d'harmoniser les règles d'assurance des deux côtés de l'Atlantique, vous pouvez vous dire, bon, les deux pays sont très développés, ça devrait être relativement facile. Bon. Au niveau européen, il n'y a aucune unification du marché, aucune. Je n'en aucune. Le marché de l'assurance, il est totalement national, il y a 28 règles d'assurance, etc., etc. Il n'y a pas une directive, très peu de directives qui concernent l'assurance, c'est absolument pas un marché commun, il n'y a pas de marché unifié. Aux États-Unis, l'assurance, c'est les États qui sont compétents en matière d'assurance. L'État fédéral, il regarde les trains passer, il y a 2-3 principes généraux, tout le reste, c'est les États. Donc vous avez 50 droits de l'assurance. Bon. Donc vous avez 28 droits de l'assurance d'un côté, 50 de l'autre. Vous voulez faire un truc unique avec ça. Bon. Et je prends cet exemple exprès, parce que c'est un secteur énorme, c'est pas du tout, c'est pas la pêche à la ligne, là, dont je suis en train de vous parler, c'est des dizaines, de centaines de milliards d'euros, de dollars d'échanges. Donc l'idée de dire, on va mettre en place un système qui permettra à toute compagnie d'assurance européenne de faire toute l'activité qu'elle veut aux États-Unis et toute compagnie d'assurance américaine de faire toute l'activité qu'elle veut en Europe, je veux dire, dans 50 ans, on en parlera toujours, parce que c'est des sujets d'une complexité monstrueuse. Donc voilà, l'exemple. Donc, si vous voulez, on peut dire qu'au vu de tout ça, de plus, c'est d'autant plus difficile de prédire l'avenir qu'on ne le connaît pas, comme disait l'autre, mais le fait que l'OMC ait réussi à se relancer un petit peu et que, exactement au même moment, les négociations transatlantiques et transpacifiques aient montré leurs limites, voilà ce que je voulais dire. On pourrait dire qu'elles sont encarafées, parce que très bien vous dire, aient montré leurs limites, donne tout de même, je dirais, une petite raison d'optimisme sur le forum OMC comme forum de négociation. Voilà, je termine. Merci. Écoutez, si vous avez des questions, je suis prêt à tenter d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Madame? Monsieur Ravier, bonjour. Donc, j'ai une petite question. Bon, à l'université, bien que ça s'agisse de l'Organisation mondiale du commerce, à l'université, on nous apprend de faire bien la distinction entre les outils de politique commerciale et les outils de politique industrielle. Mais quand on regarde cette liste-là du sujet, on voit bien qu'il n'y a en fait pas de distinction entre les deux. Et peut-être que les trois derniers sujets-là que vous avez effacés, la concurrence, l'investissement et le marché public, c'est les derniers leviers de politique industrielle dont disposent les États, et donc ils ont refusé de toucher à cela pour se garder une sorte de du pouvoir, une sorte de... Vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et donc ma question est, est-ce qu'au sein de l'Organisation mondiale du commerce, on fait la distinction entre des outils commerciaux et des outils industriels, de politique industrielle et de politique commerciale? Et puis la deuxième, c'est quelle est la marge de manœuvre dont disposent les pays aujourd'hui pour mettre en place une politique industrielle? Alors, bon, oui, tout à fait bonne question. Donc, comme je vous l'ai dit, l'Organisation mondiale du commerce, en principe, elle s'occupe du commerce, c'est-à-dire, elle s'occupe de ce qui concerne le franchissement des biens et des services à travers les frontières, ce qui est le cross-border, le transfrontière. Aussi bien donc pour les marchandises non agricoles que pour les marchandises agricoles ou les services. Mais, et donc pendant très longtemps, le métier, essentiellement du temps du GATT, le métier des négociateurs au GATT était assez simple, ça consistait à ne s'intéresser que ce qui passait aux bordures des États, aux frontières. Mais on s'est forcément, évidemment, rendu compte au bout d'un certain temps que quand le fait que les droits de douane et les contingents, ça baisse de plus en plus, parce que, en gros, sur la période 1948-1970, les droits de douane, ils ont baissé de pas loin, entre les pays développés, ils ont baissé de pas loin de 90%. Ils sont passés grosso modo de 40% à 4% en moyenne, et ils ont continué de baisser. On s'est rendu compte que, bien que les droits de douane soient devenus extrêmement bas, que les contingents aient pratiquement disparu entre les États-Unis et l'Union européenne, il n'y avait aucun contingent, il n'y avait plus rien, etc., eh bien, il y avait encore de fort nombreux obstacles au commerce. Il y avait encore beaucoup de choses qui empêchaient. Et alors, on s'est rendu compte que parmi ces obstacles, eh bien, beaucoup relevaient de cette catégorie. Alors, la première catégorie d'obstacles qui était, indépendamment de cette liste, c'était les subventions. Les subventions étaient
omniprésentes en agriculture, elles étaient assez largement présentes dans l'industrie, pour un certain nombre de domaines, et d'ailleurs, l'OMC avait prévu, il y a un accord sur les subventions et les montants compensatoires, qui restreint considérablement, qui interdit en principe l'usage des subventions dans l'industrie, qui en restreint considérablement l'utilisation et qui donne aux États les moyens d'attaquer tel ou tel État qui utilise les subventions excessivement. Dans l'agriculture, les subventions sont en principe interdites, par exception elles sont autorisées, jusqu'au jour où on pourra les réduire. Donc la subvention, c'est vrai, comme outil industriel ou comme outil agricole, en principe, est considéré comme un obstacle au commerce et il est appelé à disparaître. Cela dit, les États estiment que, pour des raisons qui sont celles que vous indiquez, notamment des raisons de politique industrielle, ils doivent pouvoir continuer à en bénéficier, à en faire bénéficier leurs industries. Alors on est dans une situation, je dirais, un peu entre deux, pour l'instant, où le fait qu'on ait abandonné la négociation d'un accord dans ces trois domaines, parce que les marchés publics, c'est aussi une manière de politique industrielle. Marché public, ça veut dire tout ce qui est acheté par les États avec l'argent des contribuables. Donc c'est à peu près dans les pays développés, c'est 20% du PIB, hein, cette troisième petite ligne, c'est 20% du PIB. Dans un pays comme la France, les marchés publics, c'est 20% du PIB. Les marchés publics, c'est les tables de l'université, les bâtiments de l'université, les autobus, les chemins de fer, les avions, tout ça, c'est des marchés, si les compagnies sont publiques, tout ça, c'est ce qu'on appelle des marchés publics, la défense, etc. Et les marchés publics, notez bien, sur le plan économique, c'est extrêmement important. Vous voyez bien le concept. Est-ce qu'un euro payé par votre poche, si vous êtes contribuable, en tout cas la mienne, moi je le suis, un euro du contribuable, à quoi doit-il servir quand il s'agit d'acheter des biens? Je ne parle pas quand il s'agit de faire des services comme la police, la justice, etc. Quand il s'agit d'acheter des biens. Est-ce qu'un euro doit servir à faire tourner l'industrie du pays du contribuable? Ou est-ce qu'un euro doit servir à maximiser l'achat qu'on peut faire avec un euro? Réfléchissez vous-même en tant que citoyen à ça. Hein. C'est une vraie question. Autrement dit, vous êtes une ville, vous avez un budget de 2 millions pour acheter des bus. Est-ce que vous devez acheter 150 bus chez vous, ou pour le même prix, si vous pouvez en avoir 180 dans le pays d'à côté? Hein? Qu'est-ce que vous dites? Si vous avez 180 bus au lieu de 150, c'est 32 bus pour les citoyens, ça permet d'avoir des bus plus souvent, mais ça fait 180 bus qui ne sont pas pour l'industrie du pays. Bon. Vrai sujet. Vrai sujet. Donc les marchés publics, c'est un énorme sujet de politique industrielle, on est en plein dedans. Est-ce qu'un État doit garder l'argent de ses contribuables pour faire tourner son industrie, ou est-ce qu'il doit maximiser le rendement de l'argent de son contribuable en achetant n'importe où, sur étagère, comme on dit, en matière d'armement, c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, vous trouvez des munitions partout, est-ce qu'il faut faire tourner les arsenaux en faisant faire les obus chez soi, ou est-ce qu'il suffit de téléphoner à un tartampion quelconque en disant « livrez-moi, je sais pas quoi, 200 tonnes de obus de 85, et puis ensuite vous avez bon. C'est un vrai débat. Pareil pour l'investissement, comme vous le savez aujourd'hui, le segment le plus dynamique du commerce mondial, c'est l'échange entre les différentes divisions, je reviens à mon truc sur les chaînes de valeur, des sociétés multinationales. Les sociétés multinationales passent leur vie, puisque à l'intérieur d'une chaîne de valeur, à échanger. Bon. Et pourquoi est-ce qu'elles échangent entre elles? Parce qu'elles ont des investissements un peu partout. Une grande multinationale, elle investit en Chine, mais pas uniquement. Elle investit en Indonésie, elle investit en Arabie, elle investit en France, elle investit au Maghreb, elle investit en Allemagne, aux États-Unis, au Brésil, partout, etc. Bon, très bien. Bon, donc la question de savoir si l'investissement est plus ou moins accessible, est plus ou moins ouvert, l'investissement étranger, je dis, est plus ou moins ouvert, est une question de politique industrielle. Si vous dites, parce que je veux protéger mon industrie, je restreins la possibilité d'investir dans ce secteur pour les étrangers, c'est un acte de politique industrielle. Est-ce que c'est un acte de protectionnisme commercial? Oui, non. C'est un vrai sujet. Je terminerai ma réponse là-dessus en disant, dans l'accord dit GATT 94, c'est-à-dire l'accord sur le commerce des marchandises, qui est le plus important, vous avez un article, qui doit être l'article 18, si je ne m'abuse, qui est le plus long des 40 articles de cet accord, qui est l'article sur la protection des industries naissantes. Dans le jargon de l'OMC, c'est, si vous voulez, pour résumer à l'extrême, les accords de l'OMC, ils sont, leur inspirateur, c'est Ricardo, si vous voyez qui est Ricardo, d'ailleurs Ricardo, théoricien économique de l'avantage comparatif. Il y a un article qui est d'inspiration Frédéric List, comme vous le savez, le grand théoricien du protectionnisme industriel, du protectionnisme de développement, qui est celui qui, le premier, a dit cette chose toute simple, que pour se développer, il faut se développer à l'abri de frontières fermées, pour développer son industrie. Frédéric List était un Prussien qui avait été exilé aux États-Unis, parce qu'il
curieusement, il était protectionniste en économie, mais très libéral en politique. Alors, dans les années 1830, la Prusse n'était pas franchement libérale en politique, donc on lui avait dit d'aller voir ailleurs. Il y avait deux grandes techniques à l'époque, soit on vous foutait en tôle, soit on vous mettait dehors. Alors vous voyez, un autre idéologue extrêmement célèbre, s'était appelé Karl Marx, lui, il est allé à Londres, et quand on a vu que ces idées ne plaisaient pas tellement aux autorités, et l'excellent Frédéric List, lui, est allé aux États-Unis. Alors il est revenu des États-Unis avec cette théorie en disant, bon, eh bien, un État, pour se développer, doit protéger son industrie. Évidemment, ça a été appliqué à peu près partout. Donc, l'article 18, il est d'inspiration listienne, si je puis dire, et il dit, tout État membre de l'OMC a le droit de protéger ses industries naissantes. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans le développement, mais l'idée est celle-là. Alors, question, c'est comme tout à l'heure les pantalons et les tonnes de blé, les produits similaires, c'est quoi une industrie naissante? Vous allez me dire, c'est une industrie nouvelle. Excellent, merci beaucoup. Bon, très bien. Alors, une industrie, c'est naissant pendant combien de temps? C'est-à-dire que quand vous dites, bon, je vais créer, parce que je suis une grande nation, je vais créer une industrie automobile. Là. Donc j'achète une licence quelque part, je paye des ingénieurs, je fais venir des pièces détachées, je crée une chaîne de montage, je protège mon marché intérieur, je mets une grosse prime pour ceux qui s'implantent chez moi, et je crée une industrie automobile. Non, bon. L'exemple que je cite n'est pas idiot. Un pays comme la Malaisie, qui est quand même un pays extrêmement intégré dans l'économie mondiale, a créé une industrie automobile de toutes pièces à partir de rien, ou grand, avec énormément de critiques de la part de jeunes gens qui disaient que ça coûtait beaucoup trop cher, patati patata. Vous dites ça. Alors, bon, au bout d'un an, personne ne s'attend à ce que votre industrie soit rentable. Allez, vous dites c'est une industrie dans l'enfance, enfin, une industrie naissante, c'est ça le mot, infant industry en anglais, naissante en français, donc je la protège. Là, vous avez le droit de mettre des droits de douane très élevés, c'est pas, vous avez le droit de discriminer, vous avez le droit, tout à fait le droit de discriminer. Au bout de 5 ans, vous êtes toujours dans le rouge, donc vous dites, bah, je continue. Au bout de 10 ans, vous êtes toujours dans le rouge, au bout de 15 ans, vous êtes toujours dans le rouge, alors c'est toujours une industrie naissante, au bout de 50 ans, c'est toujours une industrie naissante. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'une industrie peut être qualifiée de naissante au bout de 50 ans? Je vous dis ça parce qu'un pays aussi petit et peu connu que l'Inde continue d'utiliser la clause de l'industrie naissante pour tout un tas d'industries, dont chacun sait qu'elle serait balayée en l'espace d'un an si le jour où l'industrie indienne s'ouvrira au commerce, et donc avec un gaspillage de ressources phénoménal, parce que l'Inde a toujours derrière, elle vous sort toujours les grands arguments, disons j'ai une population tellement gigantesque qu'il faut la protéger, elle la protège tellement qu'on la maintient dans une misère totale en maintenant des investissements qui n'ont strictement aucun sens et qui produisent des biens pour des coûts faramineux dont la qualité est absolument nulle. Bon, je dis ça, non je dis ça, c'est pas parce que s'il n'y avait pas 1000 personnes au moins pour dire la même chose que moi, je ne le dirais pas, c'est quelque chose qui est connu. Bon. Est-ce qu'on peut dire qu'une industrie est toujours naissante au bout de 50 ans? Je veux dire, l'Inde a des succès industriels extraordinaires, donc je me permets de dire ça, mais elle en a d'autres qui ne tiennent pas debout. Je veux dire, est-ce qu'on peut toujours avoir, je ne sais pas quoi, une industrie des ampoules électriques avec des ampoules qui pètent au bout d'une heure, etc., etc. Bon, en disant c'est une industrie naissante. Au bout de 50 ans, ça n'a aucun sens. Une industrie qui n'a pas réussi au bout de 50 ans, il faut la fermer. Parce qu'elle détourne des ressources. Elle détourne des ressources, il y a quand même du capital là-dedans, il faut le renouveler, il faut emprunter, etc. Bon. Donc c'est vrai que le concept d'industrie naissance, là je dis ma réponse à la question, c'est un concept il paraît une fois de plus évident, ça paraît tellement naturel, on dit oui, je crée une industrie, il faut la protéger. Bon, très bien, vous avez dit ça, parfait. 10 ans plus tard, vous faites un bilan honnête. Vous dites évidemment, j'ai beaucoup investi, si je tire l'échelle là-dessus, qu'est-ce que je vais faire? 1, des tonnes de gens au chômage, 2, un gaspillage énorme, des industries qui ferment, 3, des investissements qui seront perdus. C'est vrai que c'est une décision très difficile à prendre. Vous voyez bien à quel point c'est difficile dans des pays performants comme le nôtre, développés, etc. Dans un pays en développement qui a créé une industrie naissante, s'il s'est gouré, c'est dur. Voilà. Donc, oui, le commerce n'est pas tout. L'industrialisation, c'est vrai, c'est une nécessité. La protection de son industrie, c'est une chose. Pendant combien de temps, à quel prix? C'est une question qui reste ouverte. Voilà, à mon avis, je n'ai pas répondu à votre question, j'ai plutôt rajouté des questions, mais je ne prétends pas avoir la science infuse sur ces sujets. Autre question, oui? Vous avez très clairement expliqué le fonctionnement de l'OMC, mais quel est votre point de vue personnel, on va dire, quant à l'avenir de l'OMC? Plutôt une vision pessimiste ou optimiste? Non, je vais vous dire, je crois que si fermer l'OMC demain, il faut la rouvrir après-demain. Autrement dit, je pense que c'est impossible de se passer d'un forum multilatéral sur le commerce. C'est complètement impossible, parce que les économies sont trop imbriquées, et les accords régionaux, que ce soit les accords bilatéraux ou les accords régionaux, ne peuvent pas être un substitut. La preuve, ils ne peuvent pas être un substitut. Pourquoi, si vous voulez? C'est vrai que, a priori, l'OMC paraît totalement, elle est totalement contre-intuitive, l'OMC. Pourquoi? Parce que quand un pays
donné, lambda, il commence toujours d'abord par commercer avec ses voisins. Moi, je suis toujours très surpris dans le fameux débat sur le commerce et le développement. Tout le monde se focalise, et dans le TSD, l'essentiel se focalise là-dessus. On dit toujours, l'important pour les pays en développement, c'est que les pays riches ouvrent leur marché au marché des pays en développement. Je me permets de dire que c'est une sottise sans fond. Prenons la France. Et non, mais je veux dire, vous oubliez que je suis là, vous discutez entre vous. Honnêtement, avec qui, historiquement, la France a-t-elle commencé à commercer? Réfléchissez, 2 secondes, il n'y a pas besoin d'être un très grand plaire. Évidemment avec ses voisins. La France du Moyen-Âge, elle commerçait avec la Belgique, c'est simplement la Belgique, avec les Pays-Bas, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec l'Italie, avec l'Espagne. C'était ça. Et puis peu à peu, elle a élargi son truc. La France n'a jamais commercé ni avec l'Australie, ni avec le Ghana, ni avec l'Afrique du Sud, ni avec l'Amérique avant le XVIIIe ou le XIXe siècle. Jamais. Pareil pour tous les pays du monde. Bon, le propre du commerce, c'est comme toutes les activités humaines, on commence d'abord à commercer avec ses voisins. L'avenir du commerce de la Côte d'Ivoire, c'est moins avec la France qu'avec ses voisins immédiats, le Nigeria, le Ghana, le machin, etc. Évident. Bon. Or, par conséquent, si vous voulez, j'en reviens à mon sujet sur le côté contre-intuitif de l'OMC, c'est vrai que tout pays se dit mes intérêts commerciaux, pourquoi est-ce que j'irais me mettre dans une organisation où il y a 160 membres, dont 130 ne me disent strictement rien, ou s'ils me disent quelque chose, c'est uniquement de mauvaises choses, alors que j'ai mes voisins, j'ai déjà assez de boulot, et restons-en là, et ça sera bien suffisant. J'ai quand même énormément circulé dans ma vie, j'ai vu ce comportement partout. J'ai vu ce comportement absolument partout. Pourquoi aller à l'OMC alors que mes intérêts économiques, ils sont dans un rayon de 1500 km ou 1000, ou la taille du pays, autour de chez moi. Bon, donc première idée. Deuxième idée, au-delà de ses voisins immédiats, commerçons avec les gens qui sont à peu près homologues à vous, même culture, même pourquoi, si vous êtes latino-américain, vous vous dites bon on va faire un machin latino-américain, si vous êtes asiatique, vous dites on va faire un truc asiatique, etc. Donc c'est vrai que l'idée d'avoir une piscine dans laquelle il y a tout le monde, alors que c'est si facile d'avoir un petit bain dans lequel on est 4 ou 5, où il y a moins d'eau, c'est évidemment contre-intuitif. Mais voyez bien que l'énorme avantage, et ça c'est un avantage unique de l'Organisation mondiale du commerce, c'est que, c'est cette vérité fondamentale, c'est que le commerce étant un two-way street, ça, il faut toujours prendre les expressions anglaises, parce que c'est vrai que c'est l'anglais qui est le plus pratique en matière commerciale. C'est une rue à double sens, c'est pas une rue à sens unique. Certes, quand vous vous ouvrez aux exportations des autres, mais vous ouvrez en même temps, en vertu du principe de réciprocité, du principe de non-discrimination, vous ouvrez forcément des marchés, donc vous élargissez votre horizon dans des proportions considérables. Et la probabilité de trouver des débouchés est évidemment beaucoup plus grande si vous avez un grand nombre de partenaires que si vous en avez un petit. Donc je reste absolument convaincu que l'OMC a une raison d'être, ne fût-ce que, là aussi, pour prévenir un trop grand désordre dans les règles du commerce, parce que ce que l'on voit aussi, c'est que la prolifération des accords commerciaux régionaux, j'en ai peu parlé, mais c'est un sujet en soi, la prolifération des accords commerciaux régionaux, aujourd'hui, elle va exactement à l'encontre de l'objectif de l'OMC. L'objectif de l'OMC, si vous voulez, à travers les accords dont j'ai un tout petit peu parlé, c'est d'avoir des règles, sinon identiques, on peut avoir des règles identiques, mais des règles, disons, homogènes et compatibles entre elles pour l'ensemble des acteurs du commerce mondiaux. N'oubliez pas une chose, c'est que je vous ai parlé des États, parce que je suis un fonctionnaire et que j'ai été un diplomate international, mais les acteurs du commerce mondial, c'est ni vous, ni moi, ni les États, ce sont les entreprises. Or, il y a eu, quelles que soient les études que vous faites, je pense que vous savez une chose, il y a une chose que les entreprises détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude. Bon, les marchés détestent l'incertitude, tout le monde le dit, les entreprises détestent. Donc, ce qu'elles aiment, les entreprises, c'est savoir que si elles vendent des poêles à frire ou des automobiles en Argentine, au Mexique, au Guatemala et en Malaisie, grosso modo, les règles qui s'appliqueront seront à peu près les mêmes. Si on leur dit oulala, si vous passez de l'Amérique latine à l'Asie, alors là c'est complètement un univers radicalement différent. Déjà, il y a assez de trucs qui sont différents, les us et coutumes, les commerces, les machins, il y a tout un tas de pratiques, mais si en plus les règles douanières, les règles de contingent, les règles de ceci, les règles de cela sont radicalement différentes, ça devient un bin, c'est pas possible. Donc là, à mon avis, la grande justification d'une institution comme l'OMC, c'est ça. C'est non pas d'imposer un moule unique pour tout le monde, ça serait absurde, mais d'essayer dans toute la mesure du possible de faire que les opérateurs économiques, qui sont les entreprises, aient la vie à peu près simple, c'est-à-dire s'y retrouvent avec des règles qui soient à peu près communes pour tout le monde. Alors que la multiplication des accords régionaux, ça va directement à l'encontre de ça. Directement à l'encontre de ça, parce que les règles sont les mêmes. Oui.
Bon, vous venez en partie de répondre à... J'ai formulé 2 questions, donc là il y a une première partie qui a été répondue. Pouvez-vous expliquer pourquoi Jean-Marc Siroën affirme que la crise du multilatéralisme est due en partie aux échecs de l'OMC et que cela explique donc du coup l'émergence du régionalisme commercial? Donc là vous me demandez deux mots. Et une deuxième, c'est quelle est la place de l'OMC en tant qu'institution entre le consensus de Pékin et le consensus de Washington? Ou dit autrement, ces deux consensus ne remplacent-ils pas le rôle de l'OMC dans un contexte d'affirmation de la doctrine libérale? Je dirais oui et non, parce que je ne sais pas ce que vous entendez par consensus de Pékin. D'ailleurs, consensus de Washington, c'était bon, l'idée de la liberté de mouvement des capitaux, qui était sans doute une bêtise, mais sur lequel d'ailleurs, heureusement, on est énormément revenu. Autrement dit, c'est vrai que les capitaux et les marchandises, ça n'obéit pas aux mêmes règles, et que dans beaucoup de pays, on a poussé la libéralisation des mouvements de capitaux beaucoup trop vite et beaucoup trop loin. Et la meilleure preuve, c'est que les pays qui se sont affranchis de ces disciplines ne s'en sont pas portés plus mal sur le plan de l'économie réelle. Vous avez fait allusion à Siroën, c'est Siroën qui est dans le même article, qui est le critique le plus virulent de l'accord de Bali, en disant cet accord est catastrophique parce qu'il prolonge la vie du moribond, alors qu'il aurait été bien préférable de prononcer son décès. Je connais bien Siroën, puisque j'ai enseigné à Dauphine jusqu'à cette année, et donc on a rompu quelques lances sur ce sujet. Les faits lui donneront peut-être raison. Je dirais en janvier 2015, réinvitez-moi, je souscrirai peut-être à ce que dit Siroën. Le truc sera peut-être complètement encarafé. Je pense qu'il va un peu vite. Mais non, je ne partage pas l'idée qu'il y ait une relation de cause à effet entre les difficultés de l'OMC en particulier et les difficultés du multilatéralisme en général. D'abord, est-ce que le multilatéral va si mal que ça? Les organisations internationales, elles existent, elles vivent bien ou mal, elles ont leurs difficultés. Regardez le Fonds monétaire, il fait son boulot. Regardez la Banque mondiale, elle est critiquée, mais elle est critiquée parce que l'aide au développement est critiquée. Mais sinon, elle fait son boulot. L'OCDE, qui n'est pas une organisation multilatérale, puisqu'elle n'a qu'une quarantaine de membres, mais elle fait quand même son boulot. Enfin, les organisations internationales, d'une manière générale, font leur boulot. Moi, il se trouve qu'à la Cour des comptes, j'ai pas mal travaillé sur des activités que faisait l'OMS, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, elle fait du bon boulot. C'est pas elle qui le fait, elle le sous-traite à un certain nombre d'institutions, mais dans la lutte contre les 3 grands fléaux, malaria, tuberculose, sida, l'OMS, elle a plutôt marqué des points. Ça, c'est quand même à mettre au crédit du multilatéralisme, et elle a marqué des points avec je veux dire, des interventions massives. Donc, moi, alors si on se restreint à l'aspect multilatéralisme économique, oui, l'OMC, c'est vrai, marche plutôt moins bien que le Fonds monétaire et la Banque mondiale, et que l'OCDE. Parce que c'est vrai qu'au cours de la dernière décennie, elle a été d'échec en échec. Moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un effet de contagion sur les autres institutions et sur la volonté de faire du multilatéralisme. Mais une fois de plus, je vous le dis, moi, partout où je vais, j'essaye d'être aussi neutre que possible et de me faire spécialement l'avocat de l'OMC, dont j'ai été l'un des patrons, versus les accords régionaux. Mais ce que j'observe, c'est que les accords régionaux, tout le monde part tambour battant en disant vous allez voir ce qu'on va voir. Et puis c'est un peu, vous savez, comme dans les opéras, dont la scène est assez petite, les chœurs disent marchand, marchand, mais comme il n'y a pas la place, on dit marchand, marchand en faisant du surplace. Donc les accords régionaux, dont acte, l'Union européenne a signé avec le Canada, exact. L'Union européenne a signé avec la Corée, exact. En Asie, l'ASEAN fonctionne à peu près bien et l'ASEAN s'est élargi, etc. Mais le grand projet asiatique, parlons pas du partenariat transpacifique, à l'intérieur de l'Asie, le grand projet qui consiste à dire on fait ASEAN plus 10, plus Chine, Corée, Japon, ça fait, moi j'en entends parler depuis que je suis à l'OMC. Ça fait donc 99-2004, 15 ans que j'en entends parler. Voilà un sujet qui a bougé d'un millimètre. L'immense projet Union Européenne-Amérique latine, j'en entends parler, ça fait 25 ans que j'en entends parler, parce qu'avant d'être à l'OMC, j'étais au ministère des Finances français, à la direction du commerce extérieur. L'accord gigantesque Amérique latine-Union Européenne, ça fait un quart de siècle qu'on en parle, il est toujours sur la table. Je ne dis pas qu'il n'est pas avancé, mais enfin, il n'a jamais été signé. Enfin, voilà, donc si vous voulez, le régionalisme, je demande à voir.
Bon, bah écoutez. Donc bah écoutez, merci d'être intervenu, monsieur Ravier. Merci de m'avoir écouté. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé. Non, au contraire, je crois que c'était vraiment intéressant. Donc bah écoutez, merci au public d'être venu. Comme sur toutes nos conférences, à la fin, on peut toujours discuter autour d'un verre et d'un bonbon ou d'un gâteau. Donc je vous invite à venir participer. Et vous n'avez pas une dernière conférence de 4 à 6 là, si, normalement, si on peut voir le programme. De 5 à 7. Ah d'accord. De 5 à 7. L'heure de break. Donc effectivement, comme M. Ravier le souligne, de 5 à 7, conférence débat avec les économistes atterrés, entre autres sur comment réformer l'Europe. Donc avec Christophe Rameau, Jean-François Ponceau, Yann Echinard et Alain Laurent, qui interviendront ici dans cet amphithéâtre. Merci d'être venus et à tout de suite au bout.